Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Paul Louchatin, pilote d'endurance en LMP2, double vainqueur de la European Le Mans Series et vainqueur des 24 heures de Daytona il y a quelques semaines. Il nous raconte son enfance et la place centrale qu'occupe le sport depuis son plus jeune âge, en commençant par le ski alpin pour finalement basculer et exceller en sport automobile et plus particulièrement en endurance. À travers cet épisode, Paul Lou nous conte son parcours de jeune pilote automobile avec ses joies, ses victoires, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses lorsqu'on regarde son palmarès, mais aussi ses frustrations et désillusions dues à ce sport aussi exigeant personnellement que financièrement parlant. Par ses nombreuses anecdotes, il nous dévoile aussi les coulisses de la vie d'un pilote d'endurance et ce que l'on ne voit pas forcément ou l'on ne comprend pas forcément lorsqu'on est simple spectateur non averti. Il est donc possible que vous appreniez quelques petites choses sur le monde de la course automobile et notamment sur l'endurance. Bref, c'est avant tout le parcours d'un passionné et d'un grand compétiteur au palmarès impressionnant à seulement 29 ans. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Paul Lou fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Paul Lou. Bonjour Yann. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants, même si en fait c'est toi qui m'accueilles chez toi à une heure un peu tardive. Est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas ? Donc moi c'est Paul Louchatin, j'ai 29 ans, je suis pilote automobile pour IDEG Sport Racing principalement, mais à côté de ça j'ai poursuivi mes études, ce qui me permet aujourd'hui aussi de travailler en parallèle du sport automobile, et donc je bosse dans le groupe IDEG, donc je suis pilote pour IDEG Sport Racing et je bosse dans le groupe IDEG. On va revenir un peu sur tout ton palmarès, mais avant toute chose c'est une passion que tu as, l'automobile. T'es né en 91, c'est ça ? C'est ça. T'as 29 ans, comment ça germe un peu cette passion, et est-ce qu'il y a eu peut-être des prémices ? Est-ce que tu as fait autre chose avant l'automobile ? Oui, c'est sûr que je pense pour atteindre un petit peu le niveau de G en sport automobile, il faut obligatoirement être passionné. Alors avant d'être passionné d'automobile, je suis déjà passionné de compétition. Quand je fais quelque chose, j'aime le faire pour gagner. Donc parfois, quand c'est dans l'excès, ça peut devenir un petit peu négatif. Ouais. Mais je pense que quand on est sportif de haut niveau, ça fait partie un petit peu de notre ADN d'être passionné de compétition. Donc ma première passion, elle est là. Et le sport automobile, bien évidemment, depuis que je suis tout petit, je regardais la Formule 1 les dimanches à la télé. Je regardais le Paris-Dakar, je regardais les 24 heures du Mans. Mais je viens pas du tout d'une famille du sport automobile, et au contraire, personne dans ma famille n'avait jamais goûté au sport automobile, ni de près ni de loin. Ce qui fait que j'y suis un petit peu tombé par hasard, je pense qu'on y reviendra, mais avant ça, j'ai eu la chance de pratiquer le ski alpin à haut niveau, entre guillemets, parce que finalement j'ai arrêté le ski alpin réellement à l'âge de 13 ans, donc on n'est pas encore à haut niveau, mais en tout cas dans un cadre sérieux, avec des prétentions de faire des belles choses en ski alpin. À haut niveau pour l'âge que tu avais, en fait, c'est ça qu'on... Voilà, exactement. Et donc ton contexte familial, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Comment justement, d'abord le ski, puis l'automobile, mais tu dis qu'il y a pas tes parents ne t'ont pas forcément bercé là-dedans. Comment ça s'est fait un peu justement cet amour de la compétition en fait ? Ouais, je pense que l'amour de la compétition, elle est innée en moi. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, j'ai été assez à l'aise dans tous les sports que j'ai pratiqués, que ce soit en loisir ou en compétition. J'ai toujours voulu faire du sport et j'ai toujours voulu gagner en faisant du sport. Donc ça, je pense que peut-être que je le tiens de mes parents, mais en tout cas, ça s'est pas construit. Je pense vraiment que cet esprit de compétition, elle est innée en moi. Ensuite, je viens d'une famille de paysans. Mes parents sont paysans. Ma mère et mon père bossent ensemble. Donc rien à voir avec le sport automobile, rien à voir avec le ski alpin non plus. T'es pas né en montagne ? Je suis pas du tout né en montagne. Je viens de la Beauce, donc c'est même l'inverse de la montagne. C'est le pays plat. Par contre, en étant fils de paysan, y a 0 vacances l'été. Par contre, on peut avoir la chance d'avoir des vacances l'hiver. Et donc, grâce à mes parents, à mes grands-parents, j'ai pu aller à la montagne jeune. Y aller au début 1 semaine, 2 semaines par an, et puis accroître un petit peu cette régularité jusqu'au moment où j'ai commencé à finalement performer un petit peu par hasard en ski, mais à faire des bons résultats, où là j'y suis allé à minima 6 semaines par an, plus des stages l'été, plus des stages aux différentes vacances comme la Toussaint, sur les glaciers pour faire que de la compétition, des entraînements en slalom. Donc ça s'est vraiment fait progressivement, sans jamais, que ce soit dans le ski alpin ou dans le sport automobile, au début en tout cas, avoir la prétention de pouvoir
imaginer faire quelque chose à haut niveau plus tard. Ça s'est construit au fur et à mesure et je pense que c'est ce qui m'a permis, alors réellement en sport automobile parce que c'est là où j'ai réussi à faire de belles choses, mais c'est ce qui m'a permis de gravir les échelons, je pense, parce que je me projetais pas dans un futur où je m'imaginais pas être pilote automobile plus tard, donc j'avais pas cette pression du résultat absolu, même si je savais que si je voulais pouvoir continuer, il me fallait des résultats. Donc tu vivais un peu au jour le jour, d'abord le ski puis l'automobile, mais pour en revenir un peu à l'enfant que tu étais avant de commencer le sport automobile, c'était quoi ton rêve à ce moment-là? Alors, j'en avais plusieurs. Mon rêve, c'était de faire du sport tout le temps, tous les jours. Après, j'ai eu peut-être que mon premier rêve lié au sport automobile, c'était de faire le Dakar. Quand j'étais petit, c'est vrai que alors c'était pas de le faire sur 4 roues, mais c'était de le faire sur 2 roues. Okay. Parce qu'en étant fils de paysan, on a tout de suite un petit peu souvent une Piwi, une petite moto dans les mains. Comme tu dis Piwi, c'est une 80, c'est ça? Voilà, c'était une Piwi 50, Piwi 80. Et puis après, je suis passé sur des modèles un petit peu plus puissants. Mais donc, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai passé mon enfance sur 2 roues un petit peu avec des amis des villages voisins, en faisant des terrains de cross, d'enduro, dans les champs, etc. Ce qui fait que très rapidement, j'ai rêvé du Paris-Dakar. Ça, c'était mon rêve lié au sport automobile, ou à l'automobile, en tout cas au monde de l'automobile en général. Finalement, j'y suis pas du tout à ce niveau-là, mais à un moment, je me rappelle, c'était au moment où on a décidé un petit peu de pas poursuivre le ski alpin. J'étais arrivé à un niveau où il fallait que je choisisse en fait, soit de partir habiter à la montagne et de m'y consacrer à 100%, mais ça voulait dire m'éloigner de ma famille. J'avais 13 ans, j'étais sans doute pas assez mature pour cela, et mes parents ne voyaient pas non plus spécialement un vrai avenir dans le sport auto, dans le ski alpin, pardon. Parce que c'était des codes qu'ils comprenaient pas forcément, c'était pas les leurs en fait. Voilà, c'était pas leur code, et malgré tout, on a quand même beaucoup d'amis du monde de la montagne, à l'époque, dont c'était les parents, qui avaient des fils qui avaient fait du haut niveau, et c'est un sport où c'est difficile d'en vivre sereinement dans le futur. Donc c'est vrai que mes parents n'ont pas spécialement voulu m'encourager, ont voulu me motiver à poursuivre mes études en se disant finalement le ski alpin c'est génial, mais on n'est peut-être pas sûr que ce soit la meilleure solution pour notre fils. Après, je pense que c'est un choix qui avait été compliqué à faire. C'était suite à une compétition, c'est ça, la Scara, tu m'avais dit? Je sais pas si je prononce bien. Non, c'est exactement ça. C'est en fait, quand on est jeune, il y a plusieurs compétitions, et puis arrivé à l'âge de 12-13 ans, il y a une compétition majeure qu'on appelle la Scara, qui se passe tous les ans à Val d'Isère, qui est un petit peu la première coupe d'Europe pour les jeunes skieurs. Et on va dire que tous les grands skieurs aujourd'hui, il y a toujours des exceptions, et puis c'est un petit peu une expression qu'on dit comme ça, qui est pas avérée, mais en tout cas, quand une personne gagne la Scara, potentiellement elle a sans doute un bel avenir devant elle derrière en ski alpin. Moi je l'ai pas du tout gagné, mais en tout cas en venant de la Beauce, d'un pays plat, je suis venu me confronter, on m'a donné l'opportunité d'aller me confronter avec ces jeunes-là, ça avait bien marché, et c'est suite à ça on m'a dit maintenant soit on le prend professionnellement, et donc Paul Loup vient habiter à la montagne pour intégrer le sport-études, etc., soit ça restera un très bon skieur, mais ce sera juste du loisir, et potentiellement il deviendra moniteur de ski. C'est ce que j'ai fait, j'ai passé par la suite mes diplômes pour être moniteur de ski, et donc j'ai enseigné un petit peu aux Arcs 1800 pendant mes vacances. Mais donc voilà, à mes 13 ans, j'ai arrêté le ski et je me suis retrouvé un petit peu chez moi. Je pratiquais du foot, je pratiquais du tennis, mais c'était purement du loisir. J'avais plus cette adrénaline de la compétition que je pouvais avoir en ski. Et donc j'avais un certain manque. Adrénaline de la compétition et peut-être aussi des sensations extrêmes, non? Oui, je pense. C'est vrai que quand on parle de passion, j'ai la passion de la compétition, bien évidemment, j'ai la passion du sport en général, mais sans doute aussi peut-être un petit peu des sports extrêmes. Je suis amoureux de moto, je suis amoureux de ski alpin, je suis amoureux de voiture. Je pense que finalement, quand on met un petit peu ces 3 sports sur une feuille blanche, il y a un point commun, c'est peut-être les sports extrêmes. Alors le risque est malgré tout maîtrisé. Bien sûr. C'est pour ça il y a sport extrême et sport extrême peut-être. C'est pour ça que je parlais de sensation, tu vois. Voilà, genre, vraiment, sensation, exactement. Je pense que sensation, c'est exactement le bon terme, parce que je pense qu'il y a des sports plus extrêmes encore que ceux-là, mais c'est sûr que ça fait partie des sports où on a des sensations et de l'adrénaline. Donc tu rentres chez toi, tu t'ennuies un peu parce que l'hyper sportif est pas comblé. Et à quel moment tu te dis, ok, la course auto et même le kart, parce qu'à cet âge-là c'est le kart,
va être mon salut, entre guillemets. Ça s'est fait, donc il y a eu en effet ce sentiment un petit peu de manque, et finalement il a été comblé indirectement, donc par le karting, mais pas par la volonté de se dire tiens je vais me mettre au karting, mais plutôt étant fils de paysan, ma mère s'est dit, et c'est réellement le cas, s'est dit tiens il faut que mon fils apprenne un peu plus la mécanique, parce que dans la vie, et si on veut être paysan, parce que souvent un fils de paysan il a de grandes chances de finir paysan, ou agriculteur si on parle de termes différents, mais finalement c'est un peu la même chose. Et donc elle s'est dit tiens c'est intéressant s'il apprend la mécanique. Et il y avait une piste de karting, la piste d'Angerville à 20 km de chez mes parents, où qui est en fait une piste internationale de bon niveau. Et ma maman un mercredi elle s'est dit bah tiens je vais emmener mon fils faire un essai, voir en fait découvrir ce sport que je ne connaissais pas du tout, qui était totalement d'un monde différent pour moi. Et finalement en faisant une approche un petit peu de ce sport comme si c'était un sport comme les autres. On s'est rendu compte un petit peu après que finalement c'est un sport quand même bien différent, avec d'autres enjeux et principalement un enjeu financier qui est très important. Bien sûr. Mais donc ma découverte du karting elle s'est faite comme ça, c'est-à-dire que je suis arrivé un mercredi sur la piste de karting, j'ai cogné aux portes de l'équipe, c'est une équipe qui s'appelle Kartronner. Et j'ai cogné, je me rappelle, j'étais en survêtement de foot, j'avais emmené un casque de moto qui n'était pas du tout homologué pour faire du karting, j'avais pas de combinaison, j'avais pris les chaussures Sparco de ma sœur, qui étaient Sparco montantes, mais qui avaient été à la mode 2 années, il y a 2 ans avant, ce qui fait que ma sœur avait une paire de Sparco. C'était pas les Sparco Puma? Si, exactement. Je suis de cette mode-là, je pense très bien. Voilà, il y a eu cette mode quand ma sœur devait avoir 14 ans, et donc moi je les ai récupérées, donc je suis arrivé avec ces chaussures-là, qui finalement elles étaient homologuées, parce que je les ai même gardées pendant 2 ans après, donc au fur et à mesure je grandissais des pieds, donc elles devenaient petites, mais bon, je faisais un petit peu on faisait un peu attention aux dépenses. Donc voilà, j'y suis allé en toute naïveté. On y a été avec ma mère en toute naïveté. Mon père n'était même pas venu parce que pour lui, c'était même pas envisageable de pratiquer ce sport-là. Et donc j'ai fait une séance. On a organisé avec Olivier Bruno, qui était le propriétaire de Kartronner et qui l'est toujours. Bon, salut s'il écoute cet épisode. Exactement, je le salue parce qu'il m'a permis de faire mes premiers pas et il m'a bien accompagné tout au long de ma carrière sportive en karting. Et donc on a programmé de revenir le week-end, la semaine d'après, le mercredi d'après, après-midi, pour faire juste un après-midi d'entraînement. Et je suis arrivé donc sur la piste la semaine d'après, j'ai fait un entraînement où je m'en rappelle les 2 premières fois que j'ai freiné, ça freine quand même bien un karting, mais les pneus étaient froids, donc j'ai fait 2 têtes à queue. Et je me suis dit, j'avais déjà fait comme beaucoup une séance de karting de location, mais donc là j'étais dans des vrais kartings de compétition, donc ça avait rien à voir. Et puis finalement au bout de 2-3 tours j'ai pris mes repères et très rapidement, je vais pas dire que j'ai été bon parce que c'est comme tout, faut pratiquer pour être bon et s'entraîner et travailler, mais par contre tout de suite j'ai eu cette sensation et entre guillemets cette notion innée un petit peu en moi de trajectoire, de vitesse, qui était finalement très proche de ce que j'avais en ski alpin. Et je fais souvent un parallèle entre le ski alpin et le sport automobile parce que en fait, j'ai commencé très tard le sport automobile, j'ai commencé le karting à 13 ans et encore réellement à 14 ans à vraiment intensifier un tout petit peu mes entraînements. Donc c'était très tard par rapport aux pilotes automobiles avec qui je me confronte, qui souvent eux ont commencé le karting vers 6, 7, 8 ans. Ce qui est énorme, l'écart est énorme. C'est énorme. C'est exactement ça. Par contre, le fait d'avoir fait du ski alpin avant, je pense, a été vraiment quelque chose qui m'a permis de gagner des années en sport automobile parce qu'il y avait cette notion de trajectoire, de vitesse, de sacrifice d'un virage pour aller plus vite dans l'enchaînement suivant, que j'ai tout de suite retrouvé en faisant du karting. Et donc, je pense que souvent, je le résume comme ça, j'ai pas eu à apprendre l'esprit ou en tout cas la notion de trajectoire quand je suis arrivé en karting. Par contre, il a fallu que je bosse énormément tout ce qui est technique de pilotage. Donc là après je l'ai bossé au fur et à mesure, mais finalement le ski alpin m'a permis de gagner pas mal d'étapes dans mon apprentissage du karting. Peut-être aussi l'étape de pas avoir froid aux yeux parce que tu prends des grosses vitesses aussi en ski alpin, la sensation est décuplée parce que t'es à l'air libre, même si en karting aussi tu l'es, mais il y a quand même une carrosserie autour de toi. Peut-être cette sensation là qui t'effrayait pas peut-être. Oui, c'est sans doute ça. Sans doute le ski alpin et la moto font que j'ai jamais eu peur de la vitesse. J'ai jamais eu besoin d'appréhender cette sensation de vitesse, que ce soit la première fois que je suis monté dans un karting ou la première fois que j'ai piloté aux 24 heures du Mans.
J'ai jamais eu cette notion de vitesse qui a été une gêne pour moi. Donc oui, sans doute que le ski alpin m'a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'en effet en karting on a des carrosseries autour, mais bon on est quand même vraiment à l'air libre et on est vraiment au ras du sol, donc la sensation de vitesse est finalement très proche de ce qu'on a entre le ski alpin et le karting. Donc suite à ces essais qui sont assez concluants, comment ça se passe un peu pour tes débuts en compétition en karting? C'était assez surprenant finalement mes débuts en compétition. C'est vrai qu'au début je faisais du karting simplement en loisir et puis en apprentissage, et au bout d'un moment, au bout d'une demi-année, une année entre guillemets d'entraînement, il y a eu cette volonté de faire un petit peu de compétition, parce qu'en fait tous les mercredis aux entraînements je pilotais avec des jeunes aussi qui eux faisaient de la compétition. Et donc, il me parlait de compétition un petit peu tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'avec mes parents, on s'est dit, ça serait bien de faire un petit peu de compétition, voir ce que je vaux finalement en course. Parce que être rapide en essai, c'est une chose. Par contre, être rapide en course, savoir gérer une séance de qualification, des manches, une finale, c'est des choses assez différentes. Et donc là, le patron de l'écurie nous a dit, écoutez, si vous voulez faire de la compétition, le mieux c'est de commencer par le championnat régional Île-de-France, dont j'étais en catégorie cadet à l'époque. Et il a dit, par contre, c'est 4 courses, mais c'est 4 000 euros, c'est 1 000 euros par course. Et c'est vrai que là, il y a eu un vrai questionnement chez nous, dans ma famille, qui était de mettre 1 000 euros par course, donc 4 000 euros pour un enfant de 13-14 ans. C'est quelque chose qui, dans le sport automobile, finalement, n'est pas élevé. Mais si on compare par rapport au ski alpin ou au football ou au tennis, que je pouvais pratiquer un petit peu aussi, c'est une somme quand même énorme quand on met dans le contexte. 4 000 euros pour un enfant de 14 ans, c'est quand même beaucoup, surtout pour 4 courses. Surtout qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout ce que ça va donner en fait. Donc c'est un investissement qui peut être entre guillemets une perte, si je peux. Totalement, c'est totalement ça. Et c'est réellement de cette manière-là qu'il fallait le voir, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune prétention de faire autre chose à part faire ces 4 courses de découverte finalement du championnat régional Île-de-France. Et là, il y a une vraie discussion avec mes parents. On a toujours eu la chance de parler et de communiquer très ouvertement dans ma famille. Et on s'est dit, et c'est même moi, je leur ai dit, mais attendez, on va pas mettre 4 000 euros pour moi, c'est énorme. C'est génial, j'ai fait des entraînements en karting, c'est génial, mais on va pas aller plus loin. Et mon père, mes parents, donc qui sont paysans, agriculteurs, qui vivent correctement, mais qui ont pas les moyens de financer réellement ce que peut coûter du sport automobile. À l'époque, mon père a dit allez, si on va le faire et on va voir ce que ça donne. Mais mon père m'a financé ma première année à ce moment-là, et ça s'est bien passé, mais pas exceptionnel. Je jouais entre 5e et 12-13e environ sur 35-40. Ce à quoi tu t'attendais, ou tu t'attendais à performer directement? Non, je m'attendais un petit peu à ça, mais la première course, ça fait ça, la deuxième course aussi, et puis finalement, les 4 courses du championnat, je suis resté toujours dans ce peloton entre 5 et 14e. Je crois que j'ai fini 5e de la dernière course, je sais plus trop, ça remonte quand même pas mal. Mais bon, il manquait un petit peu de performance, donc il fallait que je progresse encore un petit peu. L'année d'après, on a enchaîné sur une année, on appelait ça du national, donc j'ai changé de catégorie, je suis passé de la catégorie cadet au national, mais toujours au niveau régional. Même si la catégorie s'appelle nationale, c'est toujours au niveau régional. Les cartes sont les mêmes, ou les cartes sont plus puissants? Non, les cartes sont plus puissants. Par contre, on va dire que la catégorie nationale, c'est une catégorie qu'on appelle de promotion. C'est-à-dire que un pilote qui veut devenir pilote professionnel, il va pas dans cette catégorie-là. Après le cadet, il passe dans la catégorie junior, on appelait ça comme ça à l'époque, qui est la voie standard si on veut gravir les échelons. La catégorie nationale, c'est là où on retrouvait des pilotes un petit peu de tout âge qui faisaient du karting vraiment dans un but de loisir, sans d'autres prétentions. Et donc je fais cette année, et j'apprends finalement cette année-là, j'ai à peu près les mêmes résultats, mais vu que j'apprends, on le comprend un petit peu, mais c'est vraiment à la fin de cette deuxième année de compétition où avec mes parents, on fait un petit rendez-vous avec le patron de l'écurie, et on lui dit voilà, c'est bien, on passe des super moments, des super bons week-ends, Paul Loup adore, donc oui, j'adorais réellement, mais j'avais quand même mon esprit de compétition, et la question qu'on se posait, c'est comment ça se fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller se battre aux avant-postes. Quand je faisais des autres sports, et principalement le ski alpin, j'avais l'habitude d'être parmi les meilleurs. Alors on gagne pas tout le temps, bien évidemment, mais en tout cas on se bat pour gagner. Et sur ces 2 premières années-là, j'étais tout le temps
avec des performances honorables, mais je me T'as jamais battais été en pas parmi position, les ouais. 5 premiers. Voilà. Et ça me manquait et je comprenais pas spécialement pourquoi. Je voyais pas ce que je faisais de moins bien que les autres pour pouvoir accéder à cette performance-là. Et en fait, très honnêtement, le patron de l'écurie a dit écoutez, et il le disait à mon père, donc il a dit écoutez, monsieur Chatin, c'est assez simple. Paul Loup, il a un karting d'occasion. Il a un moteur qui a 2 ans, un châssis d'occasion, pardon. Donc un châssis, il faut savoir que ça travaille, ce qui fait que souvent au bout d'une année, il est moins performant qu'un châssis neuf. Et même, j'ai envie de dire, au bout de 2-3 courses, déjà, il a perdu un petit peu de performance. Moi, j'avais un châssis d'occasion qui avait déjà 2 ans. J'avais un moteur qui n'était pas révisé depuis 2 ans. Et puis, je m'entraînais moins que les autres. Donc, il a dit, si vous voulez, il a dit à mon père, si vous voulez que votre fils puisse prétendre à des meilleurs résultats, il va falloir lui acheter 2 châssis. Il va falloir qu'il ait 2 moteurs, que les moteurs soient révisés. Pas avant chaque course, mais presque. Et il va falloir que vous preniez, je vais vous prêter un vieux châssis, un vieux karting, et tout l'hiver, dès qu'il va pleuvoir, tous les mercredis ou tous les samedis et tous les dimanches, vous allez venir, vous, père-fils, sur la piste de karting, s'entraîner dès qu'il pleut, parce que on apprend aussi beaucoup le pilotage en pilotant sous la pluie. Quand tu es dans des conditions plus extrêmes, tu apprends des réflexes qui vont te servir aussi sur le sec? Oui, je pense indirectement. Alors c'est vrai que, bien évidemment, théoriquement, quand on pilote sur le sec, on s'améliore sur le sec, et quand on pilote sous la pluie, on s'améliore sous la pluie. Mais je pense que dans chacune des conditions, on trouve des réflexes de pilotage qui nous permettent d'être meilleurs dans d'autres conditions. Et puis aussi, potentiellement, parfois, on a des courses sous la pluie, donc faut aussi s'améliorer. Mais donc, il a dit, voilà, c'était ça le plan. C'était 2 châssis, 2 moteurs et s'entraîner l'hiver. Par contre, ça avait un prix et ça coûtait plus cher. Ce qui fait que à ce moment-là, on a vraiment été obligé. Mon père ne pouvait pas suivre tout seul, bien évidemment, et on a été obligé de un petit peu cogner à la porte de notre carnet d'adresses pour des entreprises locales et du carnet d'adresses pour avoir cette aide financière pour pouvoir évoluer un petit peu dans le karting et prétendre à autre chose. J'ai eu la chance d'avoir 2 personnes qui m'ont aidé, principalement Rétrodor. Rétrodor, c'est, on va dire, les baguettes de pain, mais c'est les minoteries Viron derrière. Qui passionné de sport automobile, voilà, on dit à mon père, tiens, on va aider Paul Loup dans ses débuts en sport automobile. Donc là, il le faisait plus par amitié pour la famille que par tes performances que tu avais pu montrer. Totalement. C'est vraiment par pure amitié et puis par passion de l'automobile. Voilà, faut toucher des personnes qui sont passionnées d'automobile et donc qui ont des atomes crochus avec le karting et avec le monde de l'automobile. Mais en effet, il y a aucune j'avais fait des résultats honorables, mais il n'y avait rien qui justifiait réellement d'investir spécialement sur moi et pas sur un autre pilote. Et donc j'ai eu la chance qu'on puisse mettre en place ce plan. Et là, d'un coup, je me suis mis à tout gagner quasiment, ou en tout cas, je crois que je fais 11 podiums sur 13 courses. Ce qu'on appelle une razzia, quoi. Voilà, et d'un coup, tout a changé. Alors, bien évidemment, j'étais encore au niveau dans cette catégorie nationale, donc là, au niveau régional, mais aussi, j'avais été faire la Coupe de France. Et en fait, la Coupe de France, c'est malheureusement un de mes 2 podiums manqués de l'année, où je partais 2e de la finale. Et je me fais sortir au premier virage et donc je dois sortir de mon karting, le tirer du bac à gravier et remonter, et je finis quand même 6e. Donc ça montrait une performance, j'étais 34e à la fin du premier tour et je remonte quand même 6e, donc malgré tout la performance était là. Et donc à la fin de cette année, là on s'est dit, et le patron de l'équipe s'est dit, tiens, là il a prouvé, Paul Loup, qu'avec le bon matériel, avec la bonne préparation, sans sortir réellement du lot, mais quand même, il y avait quelque chose un petit peu où on pouvait aller creuser. Et en fait, le patron de mon équipe est une personne qui avait lui-même été pilote de karting à haut niveau et qui avait été dans des équipes avant de se mettre à son compte où il accompagnait les pilotes en tant que motoriste et aussi mécanicien dans les compétitions les plus élevées européennes. Et lui s'était dit, si un jour, dans ma structure qu'il avait montée ensuite, où il s'occupait seulement, on va dire, des jeunes et des formules de promotion, il s'était dit, si un jour, je pense que j'ai un pilote qui a le potentiel de monter au niveau international et vraiment dans les catégories élevées du karting, j'irai avec lui. Et il a décelé un petit peu ça en moi. T'as été l'élu. Et donc voilà, il a fait beaucoup d'efforts
pour qu'on puisse l'année suivante partir dans la catégorie qui s'appelait KF2, et c'est là où il y a championnat d'Europe, championnat du monde, et où on retrouve tous les pilotes qui ont des prétentions de devenir pilote automobile dans le futur, ou en tout cas de faire du karting au plus haut niveau. Alors bien évidemment, ça a un coût supplémentaire, mais grâce à mes sponsors et aussi au patron de l'écurie qui a fait lui-même des efforts, c'est-à-dire que il a fait une année, pour moi en tout cas, à zéro gain. Il avait zéro perte, mais il a fait une année blanche, quoi. zéro gain. Exactement, il a fait une année blanche. On a pu avoir cette belle aventure où je dois faire, j'ai pas concrétisé réellement en résultat, mais je dois faire 3 pole positions en championnat de France, et je fais une 2e place quand même au championnat d'Europe à Motorland. Donc quand même un beau résultat. Mais et t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 16 ans. 16 ans. Donc on est en 2008. Exactement. Ok. 2008, c'est exactement ça, on est en 2008. Et donc, ça a été... Il n'y a pas eu, par exemple, parce qu'en championnat de France, si je prends les 2 premières courses du championnat de France, je fais la pole position des 2 manches. En fait, quand il y a une course de championnat de France, il y a 5 meetings dans l'année, et il y a 2 courses par week-end. Et je fais la pole position de la course du samedi, la pole position de la course du dimanche, mais tout simplement je claque la bougie dans le tour de chauffe. Il pleuvait, fallait jouer avec les carburateurs, j'avais pas cette expérience, et donc j'engorge tout simplement. Et, t'as demandé trop à ton moteur et t'as pas su. Exactement, j'ai noyé tout simplement. Ouais. Donc voilà, il y avait la performance, mais par manque d'expérience un petit peu à ce niveau-là, j'ai pas concrétisé tout le temps. Mais en tout cas, le potentiel était vraiment là, et ce qui fait que l'année d'après, on est reparti, et je fais 3e du championnat de France, je fais 13e de la Coupe du Monde. C'était une bonne année, mais où on n'a pas fait spécialement mieux en performance que l'année précédente, mais en tout cas où j'ai concrétisé en régularité sur les courses en faisant moins de petites erreurs. Et c'est suite à cette année-là où je me rappelle très bien mon sponsor un petit peu historique, donc la Belette Rétro d'Or, c'est ce qui parle au plus de personnes, a dit écoute Paul Loup, moi je veux que tu partes en voiture maintenant. En monoplace. En monoplace, exactement. Et en plus, il y avait la Fédération française qui me permettait aussi d'accéder à l'Autosport Academy, donc on appelle ça la F4 aujourd'hui, mais qui était la voie classique entre guillemets pour commencer la monoplace. Donc qui m'ont demandé de les rejoindre. Est-ce que tu avais le statut de sportif de haut niveau à ce moment-là déjà? Oui, je devais avoir j'avais le statut espoir. Okay. Sportif de haut niveau, espoir. Ça t'a sûrement aidé aussi pour certains accompagnements. Ça aide principalement au niveau des études, parce que j'ai toujours voulu poursuivre mes études en parallèle, et ça permet simplement de pouvoir justifier beaucoup plus facilement nos absences. Bien sûr. À l'école. Donc c'est principalement cette chose-là. Après, au niveau de l'accompagnement en sport automobile, c'est surtout si on rentre en équipe de France où la fédération va vraiment nous aider après. Chose que j'ai réussi à faire. Je suis rentré en 2011 dans l'équipe de France. 2012 dans l'équipe de France. Mais en fait, voilà, je voulais en revenir à ce moment-là, qui est un moment assez marrant. Donc, en fin 2009, donc la fédération me propose de monter en voiture en rejoignant l'Autosport Academy. Mon sponsor veut que je le fasse, et moi je dis non. Pourquoi je dis non? Voilà. Et beaucoup de personnes se posent la question, tout simplement parce que à ce moment-là, on avait le budget, parce que finalement il n'était pas plus important que ce qui était en karting, parce qu'il y avait pas mal d'aides de l'État pour aider ce passage à la monoplace. Donc on avait le budget de faire cette première année de voiture. Par contre, je savais qu'on n'avait pas du tout, et qu'on n'aurait potentiellement jamais le budget pour faire l'année qui suit en voiture. D'accord. Si jamais on devait continuer. Tellement on rentre dans des sommes dans le sport automobile. Tu peux donner des ordres d'idées un petit peu pour les gens Ouais, une année en fort, parce que donc il y a la F4 Eurocup où on parle déjà de sommes énormes, hein, mais bon, on le trouve sur internet. C'est des sommes où il faut à peu près 50 000 euros, et potentiellement 50 000 euros c'est au rabais. Je crois que c'est même plus le cas maintenant. Hein. Voilà, aujourd'hui je pense que c'est plus 100 000 euros pour la première année. Mais moi à mon époque c'était 50 000 euros sans faire d'essai à côté, chose que j'avais pas fait. Et par contre l'année qui suivait, alors ça dépend des équipes, ça dépend des championnats un petit peu qu'on fait, mais si on veut se donner le maximum de chances de pouvoir vraiment gravir les échelons, ça va être de 200 à 500 000 euros, voire 600 000 euros pour des pilotes qui font beaucoup de séances d'essai. Donc des sommes totalement astronomiques, inenvisageables pour moi, tout simplement parce que
Personnellement, mes parents pouvaient pas du tout. Voilà, déjà qu'ils avaient du mal à m'aider pour mes premières années de karting, on pouvait pas imaginer plus. Donc j'ai dit surtout que c'est un circuit qui est quand même très long. Parce que là, on est dans l'optique, le Graal, c'est la Formule 1. Avant d'arriver au Graal, si tu cumules toutes ces années, t'es en millions d'euros finalement. C'est exactement ça. C'est pas se dire tiens, on fait un emprunt à la banque de 300 000 euros parce que l'année d'après on va avoir un retour sur investissement. Pas du tout. C'est déjà, si on veut espérer un jour avoir un retour d'investissement, faut gagner. C'est-à-dire que si on gagne pas ou qu'on fait pas dans les 3 premiers, déjà c'est potentiellement c'est de l'argent qu'on reverra jamais. Et puis derrière, faut continuer pour faire ses preuves dans les catégories suivantes. Ce qui fait que avant d'avoir un retour sur investissement, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai dit non, moi je veux pas passer en voiture parce que vous allez me donner ce jouet entre les mains, si je vulgarise un petit peu le mot, mais c'est quand même exceptionnel de pouvoir piloter ce genre de voiture, même si on parle de F4 qui sont les monoplaces entre guillemets les moins puissantes. On est déjà sur des voitures qui ont un rapport poids-puissance très intéressant, où on commence un petit peu à avoir de l'appui aérodynamique, donc on a vraiment des voitures avec lesquelles on prend un plaisir énorme. Et donc je leur ai dit, vous allez me donner ce jouet, et puis à la fin de l'année, vous allez me le reprendre parce que de toute façon, on pourra pas continuer. T'as senti venir la frustration en fait. Voilà, je voulais tout simplement pas avoir cette frustration. Et mon sponsor m'a dit, c'est très simple. Si tu ne veux pas y aller, j'arrête de t'aider. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté tout. Et donc j'ai fait ok. Finalement, j'attendais un petit peu que ça, qu'on me pousse, mais je voulais pas avoir sur ma conscience le fait de faire dépenser des sommes d'argent conséquentes aux personnes qui m'aidaient et qui me suivaient dans ma carrière. C'est quand on est jeune, c'est quand même je pense qu'il faut avoir conscience des sacrifices que font les gens pour ça, surtout quand on a un sponsor qui vit bien, mais entre guillemets l'argent qu'il investissait, ou en tout cas qu'il mettait sur mon dos pour m'aider, c'est de l'argent un petit peu qui lui coûtait lui dans sa vie à tous les jours, quoi. C'était pas non plus un multimillionnaire ou un milliardaire par rapport, il y a des pilotes qui ont la chance d'être suivis par des personnes milliardaires. Bon, ça va pas changer leur quotidien. Moi, je sais que c'était malgré tout un sacrifice sur sa vie personnelle à lui. Donc, voilà, je pense qu'il y a un besoin de respect et un besoin d'être sûr que c'est une vraie volonté partagée. Et je pense que c'est pour ça qu'au début, j'avais dit, écoutez, non, on n'y va pas, ça va servir à quoi? Mais donc voilà, une fois que vraiment on m'a montré que c'était une vraie volonté de m'aider, obligatoirement là, j'étais le plus excité du monde, et je pouvais pas refuser, et j'y étais à pieds joints. Et c'est là où j'ai fait ma bascule, donc en 2010 à l'Autosport Academy. Et quels sont les résultats qui arrivent à ce moment-là? Alors les résultats sont, j'ai envie de dire, ça a fait une vague. Les résultats étaient très bons en séance d'essai, en avant-saison, ce qui fait que tout de suite on m'a positionné comme les favoris du championnat, parce que on est quelques pilotes aux séances d'essai à se démarquer par rapport aux autres pilotes. Je pense que quand on a fait du karting au haut niveau, comme j'avais eu la chance de le faire, ça nous aide quand même beaucoup, parce qu'on a l'habitude de la compétition, et puis on a développé des compétences sans doute un petit peu supplémentaires par rapport à des personnes qui viennent pas du plus haut niveau en karting. Il y avait un peu 50% du plateau qui venait du bon niveau en karting, et 50 autres % qui venaient de chemins un petit peu différents. Il y avait des noms un peu connus dans cette promotion-là? Ouais, il y avait en fait on avait une promotion qui était très relevée en termes de pilotes déjà qui venaient d'intégrer cette promotion. Je me suis battu toute l'année avec Stoffel Van Dorn, avec Norman Nato, avec Mathieu Jaminet, et aussi surtout ce qui a été, je pense, un point important sur cette année-là, sur cette saison-là, c'est qu'il y avait 2 redoublants. Et 2 redoublants qui avaient fait un deuxième et l'autre 4e du championnat l'année précédente. C'est-à-dire que c'était vraiment des personnes qui redoublaient cette année, mais qui avaient montré l'année précédente qu'ils étaient bons. Ce qui fait qu'obligatoirement, ils ont quand même une année d'expérience en plus par rapport à nous. Connaissance des circuits aussi peut-être. Et connaissance des circuits. Alors qu'on a eu un petit peu moins, parce qu'en fait, nous, notre année, exceptionnellement, elle était avec les World Series by Renault, donc sur tous les championnats européens, sur tous les circuits européens, ce qui fait qu'il y avait que le circuit de Manicourt qui était connu par les autres. Sinon, tous les autres circuits, on les, normalement,
Je dis bien normalement, non, parce que normalement il y a interdiction d'aller s'entraîner sur les circuits en amont. Donc normalement on était tous un petit peu à égalité là-dessus. Mais donc pour toi je dis que ça a été un petit peu en vague parce que il y a eu beaucoup d'attentes suite aux premiers essais hivernaux et le début de saison a été un peu poussif. Alors il y a plusieurs raisons. Moi, quand je le prends avec du recul, j'estime qu'il y a un peu un manque de réussite. Et puis après, il y a d'autres facteurs que je vais pas spécialement évoquer. Mais si je prends l'exemple de la première course, séance de qualification. En qualification, il y a le drapeau rouge. Et le drapeau rouge... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le drapeau rouge Ouais, pardon. Un drapeau rouge, c'est qu'il y a eu un accident en piste, ce qui fait que la séance est interrompue. Et c'est-à-dire que si on est dans un tour chrono, si on n'a pas passé la ligne avant que le drapeau rouge ne tombe, tout simplement notre tour chronométré n'est pas enregistré. Et en fait, lors de cette séance de qualification, on avait une séance de qualification, une seule, qui nous mettait sur la grille de départ du samedi et du dimanche. C'est-à-dire que notre meilleur temps nous positionnait sur la grille de départ du samedi et notre deuxième meilleur temps nous positionnait sur la grille de départ du dimanche. Et en fait, on partait, je sais plus pourquoi, on parlait dans un ordre prédéfini en qualification. Et ce qui fait que il y a des pilotes qui partaient devant et moi je suis parti dans les derniers. Et le drapeau rouge est tombé une seconde avant, mais réellement une seconde avant que je franchisse la ligne dans mon 5e tour chrono. Et en fait, à ce moment-là, on est encore jeune et on fait pas notre tour chrono dans le premier tour. Plus on roule, plus on améliore parce que finalement, on découvre encore le circuit. Et ce qui fait qu'à chaque tour, on améliorait. Et donc moi, en fait, mon tour n'est pas comptabilisé, ce qui fait que j'ai un tour de moins de comptabilisé par rapport à mes rivaux, qui étaient Norman Nato, Stoffel Van Dorn principalement et les redoublants. Ce qui fait que j'avais fait le calcul à l'époque, si mes deux tours avaient été comptabilisés, je serais parti 4e et 2e, je crois. Et pour le coup, je suis parti 7e et 10e. Ce qui change absolument tout. Ce qui change tout. Et donc je finis, je crois, je sais plus, mais il me semble que je fais 4e et 4e des deux courses. Après la course d'après, il s'est passé des choses sur lesquelles j'ai pas spécialement envie de revenir. En gros, j'avais fait les meilleurs temps de la deuxième séance d'essai libre. Il y a eu des faits de course. Et après en chrono, la performance était beaucoup moins bonne. Après il y a des réglages où il y a d'autres choses qui peuvent intervenir. Et donc je fais un début de saison qui est moyen, ce qui fait qu'à mi-championnat, je suis 9e. Qui est en delà, vraiment en dedans par rapport à nos espérances. Par contre, c'est moi qui fais la meilleure deuxième partie de saison. C'est-à-dire que de la 9e position, je remonte 4e du championnat. Et si on prend les points des 3 dernières courses, il y avait 7 courses dans l'année. Si on prend les points des 3 dernières courses, des 3 derniers meetings, donc des 6 dernières courses de l'année, c'est moi qui marque le plus de points. Ce qui fait que j'ai vraiment eu une phase ascendante tout au long de la saison. Et finalement, c'est ce qui compte quand on est dans... C'est ce qui t'a rassuré. C'est ce qui m'a rassuré et c'est ce qui compte aussi auprès des professionnels du milieu. Parce que, entre guillemets, les gens savaient que je m'étais pas du tout entraîné avant d'arriver dans ce championnat, alors que il y avait des personnes qui avaient redoublé. Et bien évidemment, si je prends l'exemple de Norman Nato, il avait déjà fait des tests Red Bull en monoplace la saison précédente, donc obligatoirement, il avait déjà de l'expérience en monoplace avant d'arriver dans ce championnat. Donc malgré tout, par rapport à moi qui n'avais zéro expérience en monoplace avant la première course de la saison, avant les premiers essais officiels de la saison, en comparaison avec d'autres pilotes qui avaient de l'expérience, le fait que ce soit moi qui finisse le mieux la saison prouve que oui, au début il m'a fallu peut-être un petit temps d'adaptation pour rattraper mon retard, mais une fois que j'avais assimilé les choses, c'est moi qui fais la meilleure partie de saison. Donc aux yeux des professionnels, c'était malgré tout, des professionnels du milieu, c'était malgré tout une bonne saison. Et à la fin de cette année-là, je vais faire le volant Euroformula. Il y a beaucoup plus connu. À l'époque, il y avait le volant Elf. Après, il y avait le volant ACO. Moi, à mon époque, mon année, il y avait le volant Euroformula. Juste pour les auditeurs, un volant, c'est une opportunité aussi pour toi de te faire connaître et justement d'avoir une bourse. Exactement. Pour éviter l'investissement. C'est exactement ça. En fait, un volant, ça se passe sur un week-end. Où je crois qu'on était 50 pilotes à avoir postulé pour ce volant-là, et il y a un seul vainqueur à la fin.
Et en fait, ça se passe par manche où il y a des éliminations directes et à la fin, on est tous les pilotes avec les mêmes pneus, la même voiture à passer un par un. Et à mon époque, c'était la moyenne des 5 meilleurs tours sur le circuit de la Châtre, qui est un petit circuit mais très technique. Et donc, c'est moi qui ai gagné ce volant-là face à des pilotes un peu plus expérimentés. Pas que, il y en avait qui avaient la même expérience que moi, il y en avait qui en avaient moins que moi, et il y en avait qui étaient plus expérimentés que moi. Mais là, en tout cas, c'est un vrai juge parce qu'on a la même voiture, on a les mêmes pneus, et en plus, c'est la moyenne des 5 meilleurs tours. Donc, c'est sur 7 tours, ils prennent la moyenne des 5 meilleurs tours. C'est pas un pilote qui va faire un exploit à un tour. Faut montrer de la régularité, donc faut montrer une certaine technique de pilotage. Et donc, le fait d'avoir gagné ce volant-là, ça m'a fait gagner une bourse. Et en plus, ça a montré un petit peu ma valeur, ce qui fait que derrière, c'est beaucoup plus simple pour aller négocier auprès des équipes pour passer dans les catégories supérieures. Ce qui fait que le prix de la saison a baissé. Faut savoir que les équipes, même si ça se tait un petit peu de gens en parlent, mais bon, on peut le dire parce que finalement, c'est quand même assez connu. Les équipes, si elles ont 3 pilotes en Formule Renault, potentiellement, si elles ont 3 voitures, elles vont avoir 3 pilotes. Selon on va dire ce que la valeur des pilotes ou en tout cas leur qualité, leur pilotage et ce qu'on peut imaginer leur potentiel, ils vont faire un prix à la saison qui va être différent. Il y en a un, s'il a peu de potentiel, potentiellement ils vont lui faire payer un peu plus cher la saison, mais celui qui a plus de potentiel, il va la payer un petit peu moins cher. Tout simplement, s'ils le veulent absolument, ils vont faire un prix pour l'attirer. C'est exactement ça, parce qu'en fait, les équipes, si elles veulent attirer des pilotes tous les ans, faut qu'elles aient des résultats. Donc, un pilote qui a peu de potentiel, ils vont le prendre parce que ça va remplir les caisses, entre guillemets. Et un pilote qui a du potentiel, ils vont faire un effort parce qu'il va leur permettre d'avoir normalement les résultats escomptés pour l'année prochaine, attirer de nouveaux bons pilotes. Donc c'est un peu un cercle, mais finalement le fait moi d'avoir fait une très belle fin de saison plus avoir gagné ce volant-là m'a donné de la crédibilité, m'a donné de la valeur, et donc on a pu grâce à la bourse, grâce à mes sponsors, poursuivre l'aventure en Formule Renault 2 litres, donc l'année d'après où j'ai fait 2 saisons. Ok, donc là c'est le step au-dessus. Hein. Exactement. Ok. Et là à ce moment-là, donc on est en 2011-2012. C'est ça. Et tu te retrouves avec qui ? Encore les mêmes ou de nouveaux noms apparaissent, peut-être des noms que les gens connaissent ? Beaucoup de noms, donc les mêmes. Je me retrouve avec Stoffel, je me retrouve avec Norman, et puis oui, je vais me retrouver avec Carlos Sainz, avec Daniel Kvyat. Je vais me retrouver avec Robin Fringe, qui est en Formula I. Il n'y avait pas Pierre Gasly cette génération-là, ou c'est après ? Ma deuxième année, j'ai récupéré. Il y a Pierre Gasly et Esteban Ocon aussi, qui sont plus jeunes en même temps. Qui sont plus jeunes que moi, ouais. Qui sont venus faire ce championnat. Donc en effet, il y a eu énormément de bons pilotes. On était à plus de 45 voitures sur la grille de départ. Ça fait partie des années en fait les plus relevées en Formula Renault 2 litres. Et la particularité des 2 années que j'ai fait en Formula Renault 2 litres, c'est que la formule BMW, qui était une formule de promotion très puissante à l'époque, s'est arrêtée. Et potentiellement à l'époque, les pilotes, soit ils faisaient la formule Renault, soit la formule BMW. Mais on s'est retrouvé avec des pilotes comme Carlos Sainz, Robin Fringe, etc., qui avaient déjà fait 2 années en formule BMW et hop, qui sont basculés en formule Renault. Donc ils avaient aussi beaucoup d'expérience. Donc il y avait je pense que ça fait partie des années les plus relevées en formule Renault. Et de toute façon, quand on voit la liste de pilotes professionnels aujourd'hui qui étaient dans ces années-là, il n'y a pas spécialement besoin de justifier le niveau de ces années-là. C'est clair. Mais moi, ça s'est quand même très bien passé. Je fais 3e du championnat Alps et je fais 9e du championnat Eurocup. Alors, même si les noms sont un peu bâtards, c'est dur de s'y retrouver. Si on veut un petit peu résumer la chose, on peut se dire que le championnat Eurocup, c'est un peu le championnat du monde. Et le championnat Alps, c'est un peu le championnat d'Europe. Parce qu'en Eurocup, il y a des pilotes colombiens, des Américains. C'est le championnat où faut être si on veut devenir pilote professionnel. Donc après, peu importe d'où on vient, si on veut devenir pilote professionnel dans le futur, faut passer par ce championnat-là. En tout cas, à mon époque, c'était le cas. Et le championnat Alps, en fait, c'est un championnat un petit peu en parallèle, mais si on a la chance de pouvoir le faire, faut le faire parce qu'on s'améliore encore plus. Et il y a, entre guillemets, un tiers du plateau de l'Eurocup qui est présent en championnat Alps. Sachant que c'est les mêmes voitures. C'est les mêmes voitures, exactement. C'est tout pareil. Pour dresser un peu les puissances, le rapport poids-puissance, c'est quoi à ce moment-là une Renault 2 litres ?
une Renault 2 litres, ça fait 220 chevaux et ça pèse, je vais dire une bêtise, mais ça, je crois que c'était 590 kilos. Ouais, donc c'est rien, le rapport poids-puissance c'est déjà important. Ouais, déjà très important. Ouais. Et niveau aéro, t'es un niveau au-dessus par rapport à... On est un niveau au-dessus par rapport... pardon, je crois que c'était 520 kilos. Je vérifierai, mais je te laisserai vérifier. Ouais. Ça commence à remonter. Et au niveau de l'aéro, c'est un peu plus élevé qu'une F4. Malgré tout, c'est quand même bien inférieur à une F3. Mais on rentre dans des voitures où ça commence à marcher. On a une vitesse de pointe de 250 km/h. Et on passe le raidillon de Spa-Francorchamps à fond sans aucun problème, parce que voilà, on a quand même une charge aéro qui est présente, quand avec, si je prends un comparatif, une Porsche GT3 RS de monsieur tout le monde entre guillemets, elle va freiner en arrivant dans le raidillon, quoi. Donc on est quand même avec des voitures qui déjà sont assez impressionnantes. Juste pour expliquer vulgairement, parce que moi en aéro je ne pige pas grand chose, mais en fait concrètement, c'est des voitures qui sont faites pour aller vite justement en courbe. Plus tu iras vite, plus tu auras d'appui. En fait, je vais le faire encore plus vulgairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une voiture automobile, ça a des ailes. Voilà. Un avion, ça a des ailes également, sauf que les ailes, elles sont inversées. Un avion a des ailes pour décoller, donc plus il va vite, plus il va réussir à décoller, l'avion. Et ben nous, plus on va vite, plus les ailes, elles vont nous scotcher au sol. Et donc c'est aussi ça qui est compliqué à comprendre pour les gens, c'est que à une certaine vitesse, on va dire physiquement à une certaine, plus on va vite, plus on va pouvoir passer le virage vite. Et c'est assez compliqué à comprendre, mais finalement, si on veut exploiter la voiture et être à l'aise avec, faut aller de plus en plus vite avec. Bien évidemment, il y a une limite à un certain moment, mais c'est exactement ça. C'est que c'est marrant, ça me fait penser à un épisode que j'ai tourné avec Laurent Urgon, qui pilote d'essai Renault Sport, et qui avait essayé une Renault 3,5 litres, donc le V8, donc c'est quand même, ça commence à être de la machine assez lourde. Et il avait fait un petit essai, et je me souviens qu'il m'avait dit que justement en virage, il se faisait des frayeurs parce qu'il allait pas assez vite en fait. Et du coup, il bénéficiait pas assez de l'aéro. Ouais, c'est très bien résumé. Et c'est pour ça que parfois, quand il y a une personne avec qui j'échange et qui me dit, mais moi, si je prends ta voiture demain, ta voiture de course, donc aujourd'hui, souvent je parle d'une LMP2, il me dit, comment est-ce que j'y arriverai, comment je serai par rapport à toi. Et je lui dis, clairement, si t'es pas un pilote aguerri avant, tu n'y arriveras pas. Parce que tu n'arriveras pas à faire chauffer les pneus, tu n'arriveras pas à chauffer les freins, et tu iras jamais assez vite en virage pour utiliser la charge aéro. Et faut comprendre que ça n'a rien à voir, une voiture de course réellement. Quand je parle d'une voiture de course, c'est monoplace ou un proto, ça n'a strictement rien à voir par rapport à une voiture de monsieur de tous les jours, même des supercars, même un peu coursifié. Voilà, la différence, c'est comme marcher à pied et faire du vélo, quoi. C'est vraiment deux choses différentes. Tellement une voiture de tous les jours est aseptisée à 100%, alors que une monoplace ou un proto sont pas du tout aseptisés, et donc faut leur rentrer dedans pour que la voiture accepte de nous rendre le potentiel qu'elle a. Pour en revenir à la Formule Renault, donc tu fais cette première année qui est très bien, enfin surtout une très belle fin de saison. Qu'est-ce qui se passe pour la deuxième saison La deuxième saison, elle est bonne, mais malheureusement, elle n'est pas à la hauteur de nos espérances. C'est-à-dire que suite à cette première saison où je fais meilleur rookie finalement, entre guillemets, meilleur débutant, à peu de choses près, y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en moi, où on me dit clairement l'objectif c'est de gagner. J'avais fait 3e du championnat Alps en 2011, donc fallait à minima que je gagne entre guillemets le championnat Alps en 2012, et j'avais fait 9e de l'Eurocup, donc il fallait à minima que je fasse dans les 3 premiers de l'Eurocup en 2012. Et je sais, alors il y a plusieurs raisons, mais c'est l'année que j'ai raté dans ma carrière de sport automobile. J'estime qu'avec l'équipe, on n'a pas réussi à faire évoluer nos réglages pour avoir plus de performance. Et c'est pour ça que je dis vraiment avec l'équipe, parce que je suis resté dans la même équipe, donc j'ai clairement ma responsabilité, parce que j'ai sans doute pas réussi à les guider dans les bonnes directions pour améliorer tout simplement la performance de la voiture, et puis eux non plus n'ont peut-être pas réussi à trouver la petite chose qui nous aurait permis d'être plus performants. Donc en fait, je refais 3e du championnat Alps, et je fais 6e seulement de l'Eurocup.
C'est quand même une amélioration par rapport. C'est une amélioration, mais l'amélioration finalement en performance pure, on était moins performant que l'année précédente. Si j'arrive à avoir ces résultats, c'est simplement que j'avais mûri et que je faisais plus d'erreurs. J'ai fait quasiment aucune erreur en course en championnat Alpes. Je dois faire 11 podiums sur 14 courses. Je rate un podium parce que je m'accroche avec Kvyat à Imola et une autre course où en qualification on décide de partir en pneu slick et il s'est mis à pleuvoir et la piste était séchante et en fait on est les seuls à être partis en pneu slick, tous les autres sont restés en pneu pluie et voilà, mauvais choix stratégique, donc on part dernier des deux courses et on n'arrive pas à remonter réellement dans les points, mais donc on était performant, on était présent, mais on n'avait pas le dernier petit truc pour vraiment se battre à chaque fois pour la victoire. Par exemple, en championnat Alpes, sur 11 podiums, je fais une seule victoire. Ce qui montre qu'il manquait quand même quelque chose. Voilà, donc c'était un petit peu l'année charnière pour moi qui devait me permettre de basculer au niveau supérieur en monoplace, qui était la Formule Renault 3 litres 5 et qui était l'antichambre de la Formule 1. Il y avait soit on partait en GP2, soit en Formule Renault 3 litres 5. Mais malheureusement, suite à cette année, ça n'a pas débloqué les leviers que j'espérais. Et j'aurais pu partir en Formule Renault 3 litres 5, mais il fallait apporter un certain budget. On revient sur le même problème. On revient une nouvelle fois sur le même problème, chose que le budget que j'avais pas, parce qu'on parle de budget quand même assez élevé. Et j'avais fait malgré tout des tests qui s'étaient très bien passés, mais c'était pas, voilà. Enfin, à un moment, il fallait être raisonnable. Et surtout qu'à cette époque-là, il y a Philippe Sino du team Signature qui m'a contacté pour me parler du projet du renouveau de la marque Alpine et donc pour m'intégrer directement à ce projet-là, donc en endurance avec championnat d'Europe, 24 heures du Mans. Et je me suis dit, c'est la parfaite opportunité de carrière pour moi. Il leur fallait un jeune pilote français. Ils estimaient que je remplissais un petit peu ces cases-là, et donc je m'étais toujours dit, si un jour j'ai une opportunité de basculer dans une autre voie qui me donnerait l'opportunité plus rapidement d'être pilote professionnel. Quand je parle pilote professionnel, c'est d'être rémunéré pour piloter, chose qui n'est pas le cas quand on est dans les formules de promotion pour accéder à la Formule 1. Je m'étais toujours dit que je serais très ouvert d'esprit et que je saisirais les opportunités si elles se présentaient, et que je voulais pas m'entériner à me dire moi c'est monoplace pour accéder à la Formule 1. Et donc j'ai décidé avec grand plaisir de rejoindre ce projet. Alors une première année en 2013 en étant pilote junior. T'as quel âge juste à ce moment-là? J'ai 21 ans à ce moment-là. 21, oui. En fait, je suis né en 91, mais de fin d'année. Okay. Donc, 2013. Tu fais tes études aussi en parallèle? Je poursuis mes études en parallèle. Donc, j'avais passé mon bac et après, j'ai intégré Sciences Po à Paris. Et tu arrives à gérer ces deux aspects? Tu jongles? Je jongle entre les deux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sciences Po adapte son emploi du temps pour les sportifs de haut niveau. Tant qu'on est au collège universitaire, après, quand on rentre en master, là, c'est plus adapté. Mais donc, sur les 3 premières années, ça permet de jongler plus facilement. Ok, donc tu rejoins ce projet. Juste pour expliquer un peu pour tous nos auditeurs. Donc, on parlait de monoplace. Le Graal de la monoplace, c'est la F1. Là, tu choisis une autre voie, qui est l'endurance. Donc là, des prototypes. Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe de l'endurance? Parce que c'est quand même... Donc c'est toujours des véhicules ultra performants, mais c'est pas la même physionomie de course. Ouais, l'endurance, ça a énormément évolué sur ces dernières années. À l'origine, l'endurance, c'est déjà vraiment, quand on parle d'endurance, les gens tout de suite matchent l'endurance avec les 24 heures du Mans. C'est la course phare, c'est une des 3 plus belles courses dans le monde au niveau du sport automobile. Souvent, les gens parlent de Monaco en Formule 1, d'Indianapolis en IndyCar, et donc Indy 500, et des 24 heures du Mans en endurance. Ce qui fait que voilà, quand on parle d'endurance, on parle des 24 heures du Mans. Une grosse différence en endurance, c'est que déjà on est plusieurs pilotes pour une seule voiture. Donc on part d'un principe de monoplace où on est, comme le dit monoplace finalement, c'est une seule personne dans la voiture, donc où c'est un sport individuel, où d'un coup il devient un petit peu un sport collectif. Ça c'est la première chose. Ensuite, dans le terme endurance, on entend le mot endurance tout simplement, qui veut dire c'est une course sur la durée, et pour gagner une course sur la durée, il faut déjà la finir. Et je pense que c'est vraiment ce qu'a été l'endurance pendant le dernier siècle, où fallait finir la course pour espérer la gagner, et déjà la finir, c'était un vrai challenge. Et après, en endurance, on a plusieurs catégories de voitures.
on va avoir des prototypes, chose sur lesquelles moi j'évolue depuis ces dernières années. Alors on a deux catégories de prototypes, le LMP1 et le LMP2. Alors même si ça évolue en ce moment, le LMP1 vient de disparaître pour laisser la place à l'hypercar. Mais LMP1, donc Le Mans prototype 1, on va dire que c'est la première division, c'est le summum aux 24 heures du Mans. C'est là où dans les dernières années, on avait Audi, Porsche, Toyota, on avait eu Peugeot aussi. Et en dessous, on a le LMP2, Le Mans prototype 2, qui sont potentiellement des voitures très proches des LMP1, mais si on doit les différencier sur ces dernières années, en châssis à peu de choses près c'est la même chose. Par contre, en motorisation, sur ces dernières années, les LMP1 avaient de l'hybride, quand nous on était simplement thermique. Donc tu vas perdre une centaine de chevaux, peut-être un peu moins. Un peu plus même. On perdait. Nous on avait 650 chevaux et eux ils atteignaient presque les 1000 chevaux. Ce qui est monstrueux. Hein. Je sais pas si les gens sont compte, mais... Et par contre, c'est pas 1000 chevaux en permanence, parce qu'ils rechargent les batteries à chaque tour pour le tour suivant, ce qui fait que en sortie de virage, ils vont, selon les virages, enfin tout est calculé, mais ils vont exploiter les 1000 chevaux à des moments donnés, et puis après ils vont être seulement du thermique. Enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures, tellement c'est passionnant, cette optimisation de l'aspect hybride des LMP1. Mais donc voilà, il y a LMP1, LMP2, et après il y a GT. Il y a la catégorie GT, alors je vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est des voitures de route qui sont coursifiées. En gros, la base c'était ça. Maintenant, c'est vraiment des voitures de course, mais qui en tout cas gardent une carrosserie extérieure, le body kit exactement de voitures de tous les jours. Et c'est là où n'importe quel spectateur ou enfant qui regarde la course automobile va être capable de dire, ah bah oui, ça c'est une Porsche, ça c'est une Ferrari, ça c'est une Ford, ça c'est une Mercedes, ça c'est une BMW, etc. Donc voilà, il y a ces trois catégories. Après il y a GT Pro, GT AM, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Donc c'est aussi la particularité de l'endurance, c'est que il y a plusieurs catégories, mais on roule en même temps pendant les mêmes courses sur le même circuit. C'est-à-dire qu'il y a un classement général, où l'objectif c'est de gagner au général, mais après il y a un classement par classe, donc les LMP1, les LMP2 et les GT. Mais donc voilà, c'est une autre philosophie de la course. Obligatoirement, il y a beaucoup plus de trafic parce qu'il y a des voitures de différentes puissances qui sont en même temps sur la piste. Donc il y a une gestion, il y a cette gestion du trafic qui est différente. Il y a le fait de partager notre voiture. On a donc des coéquipiers qui se doivent d'être nos premiers amis. Parce que si on veut gagner, il faut qu'on gagne ensemble, donc il faut qu'on arrive à régler la voiture, non pas seulement pour soi, mais aussi pour ses coéquipiers. Il faut qu'on trouve en fait une harmonie parfaite entre nous trois, pour que la voiture elle soit pas parfaite pour l'un et mauvaise pour l'autre, mais qu'elle soit la meilleure un petit peu pour chacun, ou en tout cas la moins mauvaise pour chacun. T'as une logique de compromis en permanence. Il y a une logique de compromis. Alors après, on a la chance très souvent, quand on est entouré de bons pilotes, d'avoir un ressenti qui est souvent assez proche. Donc le compromis, il est présent, mais sans être omniprésent. Il est là, mais on est quand même toujours un petit peu près d'accord sur les derniers petits détails. Donc ça se fait assez facilement, mais à côté de ça, on est tout de suite comparé aussi par rapport à nos coéquipiers, parce qu'on a la même voiture, avec les mêmes réglages. Donc si notre coéquipier il va plus vite que nous, il n'y a pas trop d'excuses. Après, il y a de la stratégie en interne. Il y en a un qui va avoir le plein d'essence, il y en a un qui va avoir les pneus neufs. Entre un plein d'essence et sans le plein d'essence, il y a une seconde en performance au tour. Entre des pneus neufs et des pneus de 40 tours, il y a 1 seconde et demie, 2 secondes au tour. Et donc ça, tout le monde ne peut pas le voir, tout le monde n'a pas accès à toutes les stratégies, mais en tout cas, l'équipe, elle, est largement capable de nous comparer avec nos coéquipiers. Donc c'est nos premiers amis, mais aussi... Je n'emploierai pas le mot adversaire parce que c'est pas du tout le cas, mais on doit prouver tout le temps qu'on est le plus rapide, ou en tout cas montrer qu'on est toujours performant, parce qu'on peut très vite nous comparer, et la comparaison est facile à faire. Et c'est comme ça aussi que tu détermines quels seront les pilotes leaders et ceux qui seront plus les suiveurs, parce que je crois que tu m'avais expliqué aussi qu'en LMP2 tu as ce fameux règlement qui oblige à ce qu'il y ait des gentleman drivers. Exactement. Ouais, en fait, il y a une catégorisation de pilotes en endurance. Il y a 4 catégories. La catégorie bronze, la catégorie silver, la catégorie gold et la catégorie platinum. Si je les prends dans l'ordre, la catégorie bronze, ça va être souvent la catégorie de gentleman driver. Des personnes qui pilotent par plaisir,
parce que ils ont réussi souvent, c'est des personnes qui ont très bien réussi dans la vie et qui sont passionnés de sport automobile et qui se disent bah tiens, pourquoi j'irais pas piloter. Donc ça va être la catégorie bronze, et potentiellement, si je fais une petite aparté là-dessus, ce qui a évolué dans les 10 dernières années avec ces gentleman drivers, c'est que avant, potentiellement, ces gentleman drivers étaient potentiellement des potentiels sponsors pour les pilotes. Et aujourd'hui, grâce à l'évolution de la sécurité dans le sport automobile, de sponsors, ils sont aussi devenus pilotes parce que avant, ils avaient peut-être pas envie de jouer leur vie en venant faire du sport automobile. Aujourd'hui, les risques sont présents. On fait un sport dangereux, mais les risques sont malgré tout maîtrisés. Et même si malheureusement on a trop souvent des choses qui nous rappellent à quel point ce sport est dangereux, un accident grave est souvent un enchaînement de circonstances malheureuses. À l'image de l'accident qu'a pu avoir Romain Grosjean, on peut imaginer que ce même accident, quelques années auparavant, serait pas une fin aussi heureuse. Oui, clairement. Je pense, même si là, malgré l'évolution de la sécurité, c'est malgré tout, je pense, à peu de choses près un miracle. Ouais. Mais oui, bien évidemment, si on remonte 10-15 ans en arrière, je pense que l'issue en aurait été peut-être différente. Mais donc, on a bien ces gentleman drivers, donc qui sont des pilotes bronze. Ensuite, on a ce que je vais appeler, il y a 2 types de pilotes, mais les pilotes silver, qui sont soit des jeunes pilotes qui font leur début en endurance et donc qui sont badgés silver parce que ils ont la performance d'un pilote gold ou d'un platinum. Par contre, ils n'ont pas encore leur expérience. Donc, pendant une année, ils sont pilotes silver. Donc ça, c'est le premier type de pilote silver. Et deuxième type de pilote silver, ça va être des très bons pilotes, mais qui n'ont pas fait le cheminement standard, c'est-à-dire karting, monoplace, pour accéder ensuite à l'endurance. Ce qui fait qu'ils sont très bons, mais il leur manque peut-être 2-3 petites choses pour être aussi performants sur un tour qu'un pilote gold ou un pilote platinum. Et c'est pour ça qu'ils sont pilotes silver. Et souvent leur catégorisation peut évoluer s'ils arrivent à gravir ce dernier petit échelon, mais souvent ils restent silver et ça fait des très bons pilotes silver. Et après on a les catégories gold et platinum qui sont les pilotes professionnels, en tout cas en termes de performance. Et la seule différence entre un pilote gold et un pilote platinum réellement, ça va être son palmarès. Et un pilote qui a déjà gagné les 24 heures du Mans au général va quasiment automatiquement passer platinum. Un pilote qui vient de la Formule 1 va être platinum, alors qu'un pilote qui va aussi vite, qui est aussi bon mais qui a pas assez de lignes à son palmarès va rester gold. Donc typiquement, on va y revenir par la suite sur l'évolution de ton parcours, mais suite au dernier événement, tu pourrais passer de gold à platinum ? Non, peut-être. J'ai pas envie. Je suis très bien à rester pilote gold parce que en fait, platinum ça a aussi des inconvénients. Il y a des courses qui ne sont pas ouvertes aux pilotes platinum. Ce qui veut dire que si moi je vais pas faire une demande pour passer platinum, parce que ça pourrait me fermer des opportunités pour aller faire certaines courses où la catégorisation platinum est interdite. Si j'ai eu la chance avec Era Motorsport de gagner Daytona, mais en LMP2, et pas au général. On fait 6e au général, mais on gagne dans notre classe. Par contre, la catégorie DPI, qui est l'équivalent du LMP1, okay. Voilà. Mais c'est aux États-Unis, donc il y a un hommage différent. Donc si j'avais gagné en DPI, peut-être que là, on m'aurait un petit peu demandé de passer, de changer de catégorie. Mais pour l'instant, moi, voilà, oui, je suis très bien en catégorie LMP2, mais c'est sûr que si dans un futur proche, je me mets à gagner les 24 heures du Mans au général et à gagner le Daytona au général, j'aurais du mal à rester gold. Pour en revenir un peu à la LMP2 et à Alpine, donc il y a cette fameuse proposition que tu acceptes. Exactement. Comment ça se passe un peu ces débuts en endurance ? En 2013, hein, ouais, c'est ça ? 2013, exactement. Donc, je suis pilote junior Alpine, donc je fais des essais avec Alpine. Je fais les essais des 24 heures du Mans avec Alpine. Par contre, je ne fais pas le programme dans l'Alpine. C'est-à-dire que je fais pas le championnat d'Europe avec l'équipe Alpine et je fais pas les 24 heures du Mans en 2013. Je fais simplement le championnat d'Europe, mais en LMPC. Qui est l'équivalent aujourd'hui du LMP3, donc une catégorie en dessous le LMP2, et je fais ce championnat avec Oreca
qui mettait des voitures en LMPC, et avec Jarry Hirsch en coéquipier, on était 2 à se partager la voiture à cette époque, et on gagne le championnat LMPC, et j'ai la chance d'être élu révélation de l'année donc en 2013 du championnat d'Europe. Et je fais aussi, quand je fais les essais des 24 heures du Mans, je fais le 3e temps des essais des 24 heures du Mans, mais par contre j'avais pas fait la course, donc le 3e temps des essais avec Alpine en catégorie LMP2 là. Donc quand même une belle entrée en matière. Ouais, une très belle entrée en matière qui est très prometteuse et qui me permet en 2014 de passer officiellement sur la voiture Alpine en LMP2 pour le championnat d'Europe et les 24 heures du Mans. Et là, comment ça se déroule un petit peu par la suite ? Une année qui se déroule très bien sur la continuité de l'année 2013. On gagne le championnat d'Europe. Donc c'est un premier vrai beau titre parce que en championnat d'Europe, en fait, il n'y a pas la catégorie LMP1, donc la catégorie LMP2 et la catégorie qui gagne au général. Donc on est clairement les gagnants du championnat d'Europe, et on fait 3e des 24 heures du Mans. Donc pour ma première participation, c'était un super résultat, beaucoup de frustration autour malgré tout, parce qu'on était en tête à 9h du matin, et malheureusement on casse un support de porte-moyeu, donc on rentre au stand, on répare, on est 7e en ressortant, et on arrive à remonter 3e. Donc une fois qu'on franchit la ligne d'arrivée, il y a un sentiment exceptionnel de finir 3e alors qu'on était 7e 3 heures avant. Donc on l'a vécu comme une victoire. Après, maintenant, avec un petit peu de recul, je me dis qu'on est passé finalement à côté de la victoire. Parce tu dis que s'il n'y avait pas eu cet incident de course, si on n'avait pas cassé ce support de porte-moyeu, on n'a jamais réellement identifié la cause de la casse. Je pense qu'on aurait gagné la course. Donc quand après on court après des victoires aux 24 heures du Mans et qu'on se rend compte que la première année on en était si proche, il y a obligatoirement une frustration, mais qui est existante chez plein de pilotes qui ont été dans cette situation. Surtout que tu me disais en off que les 24 heures du Mans, enfin une victoire aux 24 heures du Mans, ça serait la victoire la plus significative pour toi. C'est la course qui te fait le plus rêver peut-être. Ouais, c'est clairement la course aujourd'hui qui me fait le plus rêver. Moi je me suis dirigé vers l'endurance. Le Mans, c'est à 1 heure de là où je suis né, de là où j'ai vécu toute mon enfance, donc c'est un petit peu ma course à domicile. C'est clairement la course que je veux gagner. Alors déjà la gagner dans ma classe en LMP2, et puis à moyen terme j'espère pouvoir me battre pour la victoire au général. Et pour reprendre un petit peu cette continuité, suite à cette saison-là, comment ça se passe par la suite ? Tu continues avec Alpine ? Exactement. Alors j'ai la chance aussi cette saison-là d'être élu prix Jean Rondeau, c'est-à-dire la meilleure révélation française des 24 heures du Mans. Je le signifie parce que les gens qui sont derrière l'association Jean Rondeau aiment se battre pour mettre en valeur les jeunes pilotes français, et c'est toujours un petit clin d'œil, mais quand on est jeune pilote, qu'on fait notre première participation aux 24 heures du Mans et qu'on est le français qui est élu prix Jean Rondeau, ça fait toujours plaisir. Donc je les remercie et je les encourage à poursuivre cela chaque année pour les jeunes français qui arrivent à chaque fois pour leur première année aux 24 heures du Mans. Et donc oui, à la fin de cette année-là, avec Alpine, il y a le choix de partir, de quitter le championnat d'Europe pour passer en championnat du monde, et de faire donc le championnat du monde avec bien évidemment les 24 heures du Mans. Et c'est là où c'est une année qui a été un petit peu plus compliquée. Il y a plusieurs raisons. La première, alors pour résumer, on abandonne aux 24 heures du Mans. Je fais une sortie de piste. C'est une faute qui est selon moi minime, mais avec des conséquences énormes parce qu'on était 3e et bien évidemment c'est ma seule sortie de piste en course sur mes 6 dernières années. Qui t'a coûté très cher. Mais pour le coup, bien évidemment, qui coûte très cher personnellement et qui humainement est très compliqué à supporter à l'instant T. Et parce que je pense que c'est bien d'en parler parce que les gens s'en rendent pas spécialement compte. Mais je vais raconter un petit peu la chronologie de ce qui s'est passé. Donc bon, il est à peu près 11h du soir et je bout de la ligne droite des Hunaudières, on arrive j'arrive au freinage de Mulsanne et c'est un freinage qui est un tout petit peu en appui. Et en fait, à tous les tours, je faisais exactement la même chose. Et il y a un tour, je mets 0,01 G de plus en latéral parce que c'est un freinage un tout petit peu en appui. Donc quand on tape la pédale de frein, on a un peu de G latéraux. Et je mets une différence minime qui, je pense,
est impossible à ressentir en tant que pilote, mais par contre les datas, enfin les données embarquées dans la voiture. Sachant que toi la data tu l'as pas sur le moment T. Non, moi je l'ai pas sur le moment T, bien évidemment, on l'analyse après avec les ingénieurs à montrer que voilà, j'avais mis la même pression de frein, tout pareil. Par contre 0,01 G latéraux de plus que les tours précédents. Ski et le switch rate, j'ai bloqué une roue arrière en fait et ça m'a envoyé directement à l'intérieur dans les pneus. Et donc j'ai cette sortie de piste qui est assez violente, qui est de nuit, donc on la voit pas, on la voit pas, elle est pas retransmise à la télévision, mais elle est assez violente. Et en fait, aux 24 heures du Mans, quand on a une sortie de piste, bon bah déjà tout de suite, quand on sait qu'on se bat pour la victoire, on sait que voilà, cet objectif il est fini parce que surtout quand la sortie est un peu violente et qu'il y a des dégâts sur la voiture. Donc le premier choc il est là. Ensuite je suis au milieu du baquet de gravier parce qu'en fait je vais taper à l'intérieur du virage et après ça me projette à l'extérieur dans le baquet de gravier. Et ensuite je suis au milieu du baquet de gravier et là le deuxième réflexe c'est de se dire bon bah faut repartir le plus vite possible parce que malgré tout on peut un petit peu sauver les meubles et puis après l'objectif c'est de finir la course. Une fois qu'elle est perdue la course, faut la finir. Et donc j'essaye de redémarrer, ça ne redémarre pas et arrivé à un moment en fait, si je reste avec le contact et à parler à la radio avec mes ingénieurs, tout simplement la batterie de la voiture va se vider et après je pourrai plus jamais redémarrer. Donc on a des portables de secours entre guillemets dans la voiture, ce qui fait que bon là ils m'ont mis il se passe 2-3 minutes et très rapidement quand on voit que ça redémarre pas, les commissaires prennent la voiture et la posent à un endroit un peu plus en sécurité où je peux sortir de la voiture, etc. Donc je sors de la voiture, je prends les téléphones portables, je regarde les dégâts et j'appelle le numéro enregistré qui est le numéro de l'équipe pour avoir mon ingénieur avoir mon ingénieur ou le chef mécanicien qui va me donner les procédures à suivre. Et là, au bout d'1 minute d'appel, le téléphone se coupe et on me dit crédit de communication épuisé. Mais non. Voilà, je le dis parce que aujourd'hui, j'en rigole, bien évidemment, j'en rigolais pas sur le coup, mais aujourd'hui, j'en rigole. Et ça me dit, pour recharger, tapez 1. Donc, je tape 1. Et puis là, il me demande mes codes de carte bleue. Obligatoirement, je les connais pas. Bien sûr. Donc, je raccroche et on a un deuxième téléphone. Donc, je prends le deuxième téléphone et j'appelle. Et là, en fait, j'aurais dû faire tout de suite, mais je dis à mon ingénieur, je dis, faut me rappeler parce que, en fait, on n'a pas de crédit sur les téléphones. On a juste 1 euro de crédit pour pouvoir appeler, mais on doit nous rappeler. Donc, on me rappelle. Et je fais, pendant 1 heure de temps, je fais plein de procédures pour essayer de relancer la voiture. Ça marche pas, je dénude tous les câbles, enfin je refais un peu tout le circuit électrique. À savoir qu'on a une petite caisse à outils embarquée aussi dans la voiture en plus des téléphones qui permettent de faire les premiers gestes. Vous êtes beaucoup plus en autonomie par exemple que dans une monoplace, puisque effectivement il y a cette dimension de nuit où vous êtes seul. Ouais, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en monoplace sur une course sprint, on a un accident, la voiture elle est cassée. Bon bah la course elle est finie, la course elle dure 1h30, c'est fini. Aux 24 heures du Mans, la course elle est longue et si on peut pas gagner, au moins faut finir la course. Surtout quand derrière on a quand même la marque Alpine qui est présente avec une seule voiture. Donc si on fait abandon, si déjà je sais que on va pas gagner la course et en plus si on abandonne la course, c'est pour l'image de marque, voilà, pour l'image de marque c'est pas super. Donc on a une petite caisse à outils pour pouvoir intervenir nous-mêmes sur la voiture, à savoir que on n'a pas le droit de faire venir un mécanicien à plus de 10 mètres ou 3 mètres de la voiture. Donc pendant 1 heure j'essaye de réparer, au bout d'1 heure ça veut pas repartir, donc ils font venir un mécanicien qui reste à 10 mètres ou 3 mètres de la voiture, je sais plus, et je prends des photos avec le téléphone. Je lui fais voir, enfin bon, on essaye tout pendant 1h30 encore pour réparer. Et là, à ce moment-là, il doit être 1h30 du matin et il me passe un téléphone. Et là, c'est parce que bon, au bout d'un moment, il se rapproche de la voiture de plus en plus, même s'il y touche pas. Et puis il me passe son téléphone et c'est le patron de l'écurie qui me dit bon, allez, on arrête, on a tout essayé. Il est 1h30 du matin, ça fait 2h30 que t'es au milieu de la piste à essayer de réparer la voiture, on n'y arrivera pas. Donc là, on abandonne. Donc il y a quand même vraiment cette chronologie des faits où j'ai l'accident. La voiture ne redémarre pas, j'essaye pendant 1h30 et on me dit, enfin même pendant 2h30 et on me dit bon allez on abandonne. Donc il y a quand même un enchaînement de déceptions qui est assez quand même compliqué à supporter humainement. Et après sans oublier le crédit qui était manquant sur le téléphone, parce que ça sans oublier ce petit détail. Et après donc il y a un minibus qui vient nous chercher et après on a 15-20 minutes pour rentrer dans les stands, pour revenir dans les stands et retrouver tous nos mécaniciens, tous nos ingénieurs et nos coéquipiers et le patron de l'écurie.
Et là, c'est un peu les 15-20 minutes les plus longues de ma vie parce que je suis dépité, je suis potentiellement au bout de ma vie entre guillemets, et faut assumer le regard des autres après cette responsabilité d'avoir cassé la voiture, d'avoir un petit peu détruit les efforts de chacun. C'est un travail d'une année complète pour être prêt aux 24 heures du Mans et se battre pour la victoire. Donc et les rêves de tout un groupe, quoi. Et les rêves de tout un groupe. Donc il y a un vrai sentiment qui est pas évident, et après j'ai la chance d'arriver avec des coéquipiers qui sont géniaux, toute une équipe derrière qui sait que de toute façon je suis déjà le plus triste de la situation, donc ils en remettent pas une seconde couche, ils viennent, ils me supportent, mais au fond de moi la déception elle est immense pour moi, et je sais qu'elle est immense pour les personnes qui se sont investies énormément dans ce projet. Donc voilà, c'est quand on est de l'extérieur, quand on est juste un spectateur, on se dit oh tiens, il y a une belle sortie de piste, c'est sympa. Derrière, il y a énormément de conséquences et de sentiments pour les personnes que ça touche, et je pense que c'est important un petit peu de rappeler tout ce cheminement et toutes les conséquences et ce qui se passe finalement dans la tête d'un pilote à ce moment-là. Je touche un peu du bois, j'ai pas eu à revivre ces événements-là, mais voilà, il y a quand même ça, et sur toute l'année 2015, on fait 4e du championnat du monde en ayant abandonné les 24 heures du Mans, donc on perd quand même beaucoup de points à ce moment-là. Et ce qui était un petit peu compliqué cette année-là, c'est que il y avait des nouvelles générations de voitures qui étaient arrivées, et avec Alpine, on était resté sur l'ancienne génération qui nous amenait sans doute normalement plus de fiabilité. Par contre, on était quand même moins performant, donc on s'est un petit peu battu. Je pense qu'on avait l'équipage pour se battre pour le titre de champion du monde, mais la voiture qui nous le permettait pas trop, et les résultats le montrent. C'est que les trois il y a eu 2 courses dans l'année en championnat du monde où on a eu de la pluie. C'est Fuji au Japon et Shanghai donc en Chine, et on fait deuxième, on doit faire 3e à Fuji, et on gagne à Shanghai. Donc dès qu'en fait on a eu des conditions un petit peu différentes où la performance pure de la voiture était un petit peu moins importante, on a montré que finalement on était un équipage très compétitif, et ce qui a finalement alimenté un petit peu plus de frustration encore, parce que je pense que si cette année-là on avait eu la voiture dernière génération pour avec Alpine, je pense qu'on aurait pu se battre réellement pour le titre. Et aussi aux 24 heures du Mans, on se battait, on arrivait à être 3e. On était 3e à ce moment-là avec une voiture ancienne génération, ce qui aussi, alors c'est pas pour me trouver une excuse, mais pour réussir l'objectif c'était de gagner. Donc si on voulait suivre le rythme des leaders, on était en mode maxi attaque. Donc en fait tu mettais la voiture en maxi condition, et donc tu l'usais plus, tu le tirais plus dessus, c'est ça? Ouais, et puis obligatoirement quand on a une voiture qui est intrinsèquement 1 à 2 secondes moins vite que la concurrence avec qui on se bat, si on veut essayer de combler cet écart, on va piloter à la limite, et c'est ce que j'ai fait, et malheureusement à un moment j'ai dû être à 101% au lieu d'être, ou à 100% ou 100,01% au lieu d'être à 99,9%, et c'est aussi une des raisons sans doute de mon erreur à ce moment-là, mais voilà, c'est un petit peu mon regret cette année-là qu'on n'ait pas basculé plus rapidement sur la voiture nouvelle génération pour vraiment se battre à armes égales avec les autres. Suite à cette année un petit peu frustrante, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est assez paradoxal parce que j'ai un test en fait avec Audi en LMP1. Donc je vais faire un rookie test, on appelle ça à Bahreïn avec Audi. Donc le top du top, en Donc endurance. le top du top. Rookie test qui se passe très bien, sauf que finalement il y a le dieselgate, etc. Et Audi décide d'arrêter leur programme LMP1. Ce qui fait que mon test n'aboutit pas spécialement à grand chose, et en plus de ça, il y a 9 pilotes Audi qui se retrouvent sur le marché, et c'est pas rien. Et ce qui fait que quand on est un petit peu dans les têtes d'affiche en LMP2, d'un coup il y a 9 pilotes qui viennent, qui ont plus d'expérience, qui étaient pilotes Audi dans les 5 dernières années, donc qui ont potentiellement tous gagné les 24 heures du Mans, parce que c'était l'équipe dans laquelle fallait être pour gagner les 24 heures du Mans les années précédentes. Ce qui fait que oui, même si on a une bonne cote sur le marché, d'un coup on a des pilotes qui ont plus d'expérience, qui sur le CV sont plus attractifs ou attrayants. Voilà, donc c'est en effet, c'est pas évident, et c'est là où c'est paradoxal, c'est qu'on
j'ai cette opportunité de faire ce test en LMP1, ce qui devrait me diriger vers potentiellement un futur encore plus beau. Et à ce moment-là, en fait, je me retrouve derrière 9 pilotes qui n'ont plus leur volant à LMP1. Et donc moi, j'ai plus de volant en 2017. Oui, 2017, pardon, je m'y perds. Et donc j'en profite aussi pour me concentrer sur mes études. Je suis en master. Je suis en master à Sciences Po. J'en profite pour aller faire un cursus à Los Angeles. Un semestre de césure à Los Angeles. Je me dis j'ai ma première année sans volant. Je vais pas rester à rien faire. Je vais accentuer encore plus au niveau de mes études pour malgré tout faire fructifier cette absence. Et j'avais été pendant plusieurs temps en dialogue avec Idel Sport Racing. On avait été en discussion, voir ce qu'il était possible de faire ensemble. Ça s'était pas fait. Et à ce moment-là, ils se séparent d'un commun accord avec leur pilote leader du moment. Et je me rappelle, j'étais à Los Angeles et j'ai mon téléphone qui sonne et on me dit Paul Lou, est-ce que tu veux venir nous rejoindre pour les 2 dernières courses de la saison. Alors, je fais juste un petit retour en arrière, j'ai oublié de préciser quelque chose. Cette même année-là, Idel Sport m'avait demandé de venir les rejoindre au test day aux essais des 24 heures du Mans parce qu'en fait leurs 3 pilotes sur leur voiture n'avaient pas d'expérience aux 24 heures du Mans, donc ils voulaient que je fasse 5 à 10 tours pour eux pour leur donner les lignes directrices à suivre en termes de réglage. Exactement, okay. C'est exactement ça. Donc j'avais été faire ces 10 tours pour eux, qui s'était très bien passé. Et donc 1 mois et demi après, ils me rappellent en me disant on aimerait que tu nous rejoignes pour faire les 2 dernières courses de la saison. Donc je suis ravi, je vais les faire. Ça se passe bien. Et suite à ça, ils me disent, en fait, ils me confirment pour l'année 2018 où là on part pour une année complète championnat d'Europe 24 heures du Mans ensemble. Et là, sur l'année 2018, c'est une année où vous performez. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Idel Sport, c'est avant tout une aventure humaine de passionnés de sport automobile, sans prétention d'être les meilleurs. Et donc, ils ont commencé dans des catégories de promotion. Et petit à petit, grâce à leurs résultats, ils ont gagné la légitimité pour franchir les échelons et arriver en LMP2. Et donc moi, quand je rejoins Idel Sport en 2017, ils avaient une année d'expérience en LMP2, donc quasiment une deuxième année avec l'année 2017 parce que j'ai rejoint à la fin. Mais donc finalement, moi, je commence réellement une année avec eux en 2018, où sur les 2 années précédentes, ça avait été un petit peu dur en LMP2. Parce que ils étaient vraiment arrivés au plus haut niveau de ce qui se fait en endurance et bien évidemment on n'arrive pas comme ça et on gagne facilement, ça nécessite de l'apprentissage, un peu d'expérience et puis d'avoir les bons hommes aux bons endroits, chose qu'ils ont réussi à mettre en place tout au long de ces 2 années. Et finalement, quand moi j'arrive réellement officiellement en 2018, j'ai la chance d'être bien accompagné en termes de pilote. J'ai Paul Lafargue qui lui est pilote depuis toujours chez IDEC. J'ai Memo Roras qui est un pilote mexicain qui a beaucoup d'expérience, qui a je crois a gagné 4 fois l'IMSA, c'est le championnat américain d'endurance, qui a gagné 3 fois Daytona, donc qui amène aussi beaucoup d'expérience. Et puis moi, entre guillemets, qui va amener un peu ma pointe de vitesse et puis aussi l'expérience que j'ai réussi à acquérir les années précédentes. Sur mes 3 premières qualifications de la saison, je fais 3 fois la pole. Je fais la pole position au Paul Ricard, la pole position aux 24 heures du Mans, et la pole position au Red Bull Ring. Bien évidemment, on a beau être le meilleur pilote, si on n'a pas la bonne voiture entre les mains avec les bons réglages, on va pas aller faire la pole position. Faut pas oublier que c'est un sport mécanique et que pour être le plus rapide, il faut à la fois un bon pilote, mais il faut aussi le bon matériel. Et avec une équipe finalement qui d'un coup s'est mis à être vraiment performante et donc qui a enfin eu la reconnaissance qu'elle méritait depuis les 2 dernières années à ce niveau de sport automobile où d'un coup les gens se sont dit tiens, Idel Sport, ça y est, ils ont passé ce cap nécessaire pour se battre aux avant-postes et c'est ce qu'on a réussi à faire parce qu'on fait quand même 3e du championnat d'Europe, ce qui était quand même un super résultat. Avant ça, Idel Sport n'avait jamais fait de podium à ce niveau-là, n'avait jamais fait de pole position, donc on passe vraiment d'une équipe que les gens regardent parce que il y a des signes qui montrent que ça s'améliore à une équipe où là on n'est pas favori mais on est vraiment considéré comme des outsiders où les gens ils savent qu'il faut compter sur nous. On poursuit en 2019 avec eux. Alors je vais juste revenir avant ça sur 2018 qui est un des éléments
dur malgré tout, c'est les 24 heures du Mans. On fait la pole position et on se bat dans les 3 premières positions toute la course. Et arrivé malheureusement à 4 heures de la fin, on a le carter de boîte de vitesse qui se fissure. Et donc on perd énormément d'huile et on est obligé malheureusement d'abandonner. Et ça a été ça a été très dur parce que potentiellement on aurait dû faire, si la course se finissait de manière normale, sans encombre, on aurait dû finir 2e. Et après coup, les premiers se sont fait disqualifier. Donc là, tu vois un peu une deuxième chance pour toi de gagner les 24 heures du Mans qui s'échappe a posteriori. Exactement. C'est exactement ça, ou à minima une chance de faire un nouveau podium. Et encore une fois, quand en 2014 j'arrive avec Alpine, on fait 3e des 24 heures du Mans. C'est ma première participation aux 24 heures du Mans. Et tout de suite, on fait 3e. En s'étant battu toute la course à la première place, à peu de choses près. Ce qui fait que, bien évidemment, je la savoure, cette 3e position. Elle est exceptionnelle, mais elle est presque facile. Quand ensuite, en 2015, on a un abandon. En 2016, c'est un peu plus compliqué. En 2017, on fait la course en commentateur chez Eurosport. Quand on revient en 2018... on sait ce que c'est finalement, on réalise beaucoup plus cet événement et on sait les difficultés pour espérer pouvoir se battre pour la victoire. Les difficultés sont énormes en fait d'avoir tout réuni pour pouvoir se battre à la victoire. Je l'avais eu en 2014, on fait 3e, et là je l'avais de nouveau en 2018 et on était en passe de se battre pour une 2e place, peut-être une hypothétique 1re place, et on abandonne. Donc là il y a vraiment eu un coup de massue un peu, ça a été très compliqué. Très compliqué sur l'instant. Après, bien évidemment, on s'en remet très vite et surtout on se tourne vers l'avant parce qu'il y a plein de belles choses dans le futur qui nous attendent. Mais oui, disons que la première année c'était trop facile de faire podium et quand après on a le recul des difficultés pour réussir à espérer faire un podium ou une victoire, c'est vrai que avoir une défaite comme ça à la fin c'est compliqué. Ce qui est assez paradoxal parce que t'as pas commencé par les galères, t'as vécu entre guillemets la saveur dès le début et t'as eu les galères après. C'est un peu ça. Mais donc la prochaine fois quand tu gagneras, tu vas savourer fois 1000. Fois 1000. Et donc pour revenir à 2019, t'as bien fait de faire cet aparté. Tu poursuis avec cette équipe-là. Là, vous faites champion d'Europe. Exactement. Et là, c'est la belle performance toute l'année. C'est exactement ça. C'est l'année où on était réellement outsider. Il y avait une ou deux équipes qui potentiellement sur le papier devaient être meilleures que nous, mais on a tout fait comme il fallait. On n'a pas fait d'erreur. On a su être une équipe de la première minute d'essai libre jusqu'à la dernière minute de la course, en pensant tous dans un objectif commun. Et on a eu la réussite. C'est très simple. Il faut tout bien faire et en plus avoir un petit peu cette réussite. C'est ce qu'on a eu toute l'année et on arrive, en effet, en faisant 2 victoires sur les 3 dernières courses, à décrocher ce titre de champion d'Europe, donc que j'avais déjà eu en 2013 en LMPC, en 2014 avec Alpine et que j'ai de nouveau en 2019 avec IDEC, mais qui a une vraie valeur pour moi parce que je fais partie un petit peu de cette construction d'IDEC Sport et j'avais ce rôle de pilote leader, ce qui fait que c'est le titre d'IDEC Sport à 200% de Memo Roras, de Paul Lafargue et de moi. Mais pour moi, qui avait ce rôle un petit peu de leader, il a encore une valeur. T'avais une pression supplémentaire aussi, peut-être. Voilà, sans doute une pression supplémentaire. Et puis, si je prends le dernier relais de la course, je sais qu'il faut gagner la course, la dernière manche de l'année. Quand je prends le volant, on est 7e sous safety car. Il reste 1h20 de course, on est 7e sous safety car. Ce qui fait que je sais que faut que je double les 6 voitures de devant. Tu peux expliquer juste ce que c'est être sous safety car. Ouais, pardon. En fait, quand il se passe un accident en course, s'il y a un besoin de faire des réparations ou d'intervenir sur la piste pour enlever des dégâts ou autre, il y a une voiture de sécurité, donc une voiture, ça va être une berline entre guillemets, qui vient se mettre devant le premier et qui va ralentir toutes les voitures pour que des commissaires de piste puissent intervenir en toute sécurité sur la piste et remettre le circuit dans les conditions praticables pour qu'on puisse nous ensuite de nouveau piloter à haute vitesse dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ce qui fait que quand je dis 7e sous safety car, c'est on est 7e, mais malgré tout on est très proche du premier parce qu'on est tous les uns à la suite des autres. Voilà. Donc une opportunité aussi de derrière quand la course va redémarrer dans des conditions normales, de regagner beaucoup de place très rapidement. C'est exactement ça. Si j'avais pris le volant à 1h20 de la fin en étant 7e, mais en étant à 1 minute 20 du premier,
j'aurais été incapable de récupérer réellement ce temps-là. Par contre, en étant 7e sous safety car, si je suis très performant, et que la voiture est très performante parce qu'elle me donne le potentiel d'aller vite, ça peut être réalisable. C'est presque de l'exploit de le faire, mais ça peut être réalisable. Et voilà, parfois c'est un peu son jour, et j'ai eu la voiture performante, et tout s'est bien goupillé, et j'arrive rapidement, au bout de 45 minutes, à prendre la tête, donc à doubler voiture par voiture et à me retrouver en tête. Ça doit être jouissif à ce moment-là, non? Et c'est assez exceptionnel, et on gagne la course. Alors grosse frayeur à l'amorce du dernier tour où on a un problème qui se passe électronique dans la voiture. J'avais 4 secondes d'avance sur le deuxième, et tout simplement, en fait, dans une courbe à 240 km/h, j'ai les 4 roues qui se bloquent avec un problème électronique. Ce qui fait que je suis près de la sortie de piste, mais surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas identifié la source du problème. Et donc, derrière, j'ai une ligne droite où on arrive à 310 km/h en bout de ligne droite. Et je sais pas si la voiture va freiner. Mais faut absolument que j'arrive à faire le dernier tour, parce que je sais que si on finit deuxième, on n'est pas champion. Enfin, donc bon, voilà, il y a en plus une saveur plus exceptionnelle encore avec cette frayeur du dernier tour, où d'un coup on a l'impression que on était à 2 secondes avant dans l'euphorie en se disant allez, c'est le dernier tour, ça va le faire, et on a l'impression que tout va capoter, et bon, finalement le problème électronique ne s'est pas reproduit, et j'ai réussi à passer la ligne avec 1 seconde d'avance, je crois, sur le deuxième. Mais oui, il y a ce moment de pur bonheur où on a été réellement chercher ce titre, et on m'a donné la mission dans la dernière heure et demie de course d'aller le chercher et d'en être capable. Pour moi, ça signifiait beaucoup. C'est celui qui a le plus de saveur pour toi? Oui. Ouais, c'est celui qui a le plus de saveur, parce que quand je gagne le titre en 2014 avec Alpine, on devait gagner le titre. On était le meilleur équipage, on avait tout pour gagner le titre. Ne pas le gagner aurait été une contre-performance. Cette année-là, en 2019, on avait tout pour faire 3e, 2e du championnat. Par contre, on n'avait pas tout pour faire gagner. C'est une autre équipe qui avait tout pour gagner. Et donc, aller chercher ce titre-là en étant le leader de la voiture, ouais, bien évidemment, il y a une saveur qui était plus importante. Est-ce que ça peut pas faire un peu un parallèle par rapport à ce qui t'est arrivé à Daytona, puisque en 2020, tu fais pas une super année sur le championnat européen? Ouais, clairement, bon, je peux venir rapidement sur 2020. Quand on est champion en titre en 2019, tout le monde nous attend au tournant en 2020. Et malheureusement, on n'a pas réussi à confirmer nos performances de 2019. On a eu un manque de réussite aussi. Mais la performance était moins au rendez-vous. Il y a eu des évolutions de fait au niveau des pneumatiques, où on a eu des pneumatiques qui étaient plus performants, mais bien évidemment on n'est pas les seuls à avoir ces pneumatiques là. Nos autres concurrents ont les mêmes, ou 80%, parce qu'il restait 2 manufacturiers en 2020, mais 80% de nos concurrents avaient les mêmes, et l'évolution des pneumatiques qui a amené plus de performance a été un petit peu contraire à notre philosophie, nous, de réglage de la voiture, et on a été trop long à réagir pour faire évoluer nos réglages et comprendre comment utiliser en fait ces nouveaux pneumatiques, ce qui fait en plus d'un manque de réussite, on était moins performant, et on se battait beaucoup moins aux avant-postes. Donc on a eu une saison, on fait quand même 6e des 24 heures du Mans, avec en plus des circonstances assez compliquées, parce qu'on part avec 1 tour de retard aux 24 heures du Mans sans avoir fait les essais, parce qu'en fait j'ai un coéquipier qui a fait une sortie de piste aux essais des 24 heures du Mans, donc on peut pas faire qui fait une sortie de piste aux premiers essais, donc on peut pas faire les autres essais, surtout cette année avec le contexte sanitaire actuel. Ouais. Voilà, toute la semaine des 24 heures du Mans a été raccourcie sur 2 jours en termes d'essais et après la course, ce qui fait que nous, en fait, les 2 jours, l'équipe la passe à réparer et faire une nouvelle voiture pour qu'on puisse prendre le départ de la course. Mais vu qu'on n'a pas fait les qualifications, on part avec 1 tour de retard aux 24 heures du Mans. Un tour, c'est quand même 3 minutes 30 aux 24 heures du Mans. Et en plus, on part pas avec 1 tour de retard sur la dernière LMP2, on part avec 1 tour de retard sur la dernière GT, qui, elle, roule encore 20 secondes moins vite que les LMP2. Ce qui fait que quand nous, on s'élance, on a déjà 4 minutes 30 à peu de choses près de retard. La dernière de tout le plateau. Exactement. Okay. Donc, on a déjà 4 minutes 30 quand on s'élance, et finalement, on remonte quand même 6e. Sur 23 LMP2 je crois, donc la performance, ou même 20, peut-être plus, bon je dis 24, et je crois qu'on était 24 LMP2, ouais. Donc malgré tout la performance est belle, mais on venait pour gagner, donc voilà, une année 2020 un peu plus compliquée. Et en effet je reviens là récemment
de Daytona où ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé parce que donc on t'a appelé pour dans un team américain. C'est ça. Et bah, je pense que beaucoup d'auditeurs le savent, tu t'as gagné donc, sur la catégorie LMP2. Encore une fois, il faut bien faire la distinction. Et là encore, c'était dans une team qui était outsider. Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Idel Sport, on avait 2 voitures au 24 heures du Mans en 2020. Et donc, il y avait notre voiture, celle de Paul Richard, qui était notre nouveau coéquipier l'année dernière, et moi. Et il y avait la voiture sœur à côté, où en fait, c'est à peu de choses près une équipe américaine qui est venue, en tout cas 3 pilotes qui sont présents dans une équipe américaine, qui sont venus faire les 24 heures du Mans sous la bannière Idel Sport. Mais finalement, c'était un peu ces 3 pilotes qui pilotaient pour l'équipe ERA Motorsport aux États-Unis. Donc en fait, c'était un petit peu ERA by Idel Sport. Voilà, c'est parce que pour aller aux 24 heures du Mans, il faut des invitations et c'est compliqué d'avoir des invitations. Et donc nous, vu qu'on avait 2 invitations, on leur a un petit peu fait bénéficier de notre invitation pour qu'ils puissent faire ces 24 heures du Mans avec Idel Sport. Et tout au long de cette semaine, ça c'est malgré les difficultés que les 2 voitures ont eu, parce qu'en fait les 2 voitures se sont retrouvées dans la même circonstance avec toutes les 2 une sortie de piste aux essais. Donc en fait on est parti dernier et avant-dernier l'un à la suite des autres avec un tour de retard chacune les 2 voitures. Donc c'était assez fou le sort. Le sort s'est vraiment acharné sur nous. Mais malgré tout, on a passé une bonne semaine où on a travaillé ensemble. C'est l'avantage d'avoir 2 voitures, c'est qu'on partage des informations, donc on apprend beaucoup plus de choses. Et suite aux 24 heures du Mans, l'équipe ERA Motorsport m'a demandé si j'étais intéressé pour les rejoindre pour faire les 24 heures de Daytona, donc en janvier 2021 avec eux. Qu'on peut considérer comme la course la plus prestigieuse derrière les 24 heures du Mans. Ouais, c'est un petit peu ça. On va mettre les 24 heures du Mans en number 1 et puis en effet on peut mettre Daytona en dessous, juste en dessous. C'est un peu la deuxième plus belle course qu'on peut avoir en endurance. Et donc j'ai la chance qu'Idel Sport m'ait permis et accepté que je puisse aller aider ERA Motorsport pour cette course-là, à savoir que sur le championnat américain, normalement c'est 3 pilotes, mais pour Daytona, qui est une course de 24 heures sur un circuit assez physique, tous les équipages ont 4 pilotes. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un renfort supplémentaire et ils ont fait appel à moi. Et donc oui, ERA c'est un peu une équipe à l'origine comme IDEC lorsque je les ai rejoints, lorsque j'ai rejoint IDEC, qui est une équipe récente en endurance aux États-Unis. C'est leur 2e année en LMP2, donc ils sont encore en construction avec des très bons pilotes, mais pas non plus les pilotes avec le plus grand palmarès, des pilotes qui finalement sont sans doute un peu sous-cotés pour certains parce qu'il y a énormément de potentiel, mais qui ont encore leurs preuves à faire. Et donc j'ai la chance de me retrouver avec eux, où on sait qu'on a le potentiel pour faire un podium, mais clairement la victoire, elle nous paraissait quand même assez difficile à atteindre, où il aurait fallu un petit peu de réussite. Encore une fois, j'utilise souvent ce terme-là, mais je pense que c'est assez important dans notre sport. Parce que quand tu dis réussite, c'est une combinaison de facteurs. Finalement. C'est une combinaison de facteurs, voilà. Réussite, ça peut être, entre guillemets, notre adversaire principal, qui malheureusement a un problème mécanique ou autre. C'est de la manque de réussite pour eux, mais indirectement, c'est un peu de la réussite pour nous. Et donc, j'ai la chance de les rejoindre. Donc, je les rejoins au 22 janvier. Et en fait, à Daytona, il y a une semaine d'essai, après 3 jours off, et après 2 jours d'essai, et puis la course. Et donc, on fait vraiment toute notre préparation minutieusement en faisant totalement abstraction des autres. On sait que nous, sur le papier, on ne doit pas gagner. On peut faire podium, on a des chances de faire podium, mais on ne doit pas gagner. Et on se dit, en fait, on va vraiment oublier ce que font les autres, on va se concentrer sur nous, ce qu'on a à faire, et c'est souvent la bonne philosophie. Et donc, on travaille sans une fois se concentrer ou sans une fois afficher notre performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on part avec le plein d'essence et on part pour optimiser les réglages pour la course et jamais pour montrer la performance de la voiture. Il y a aussi des aspects un peu de bluff, essayer d'impressionner, c'est ça? Oui, parce qu'il y a toujours des équipes qui en essai vont se dire, nous on met des pneus neufs sans essence. Et obligatoirement, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait des gros temps. Et donc les autres se disent, mince, nous, on a fait que ce temps-ci, on a 1 seconde et demie derrière eux.
ou même 3e. Enfin, en sport automobile, on se bat au 100e parfois, donc même 1/10, 2/10, c'est énorme. Et la différence avec pneu neuf et pas d'essence, la différence, elle peut vite monter à la seconde. Donc oui, quand on commence à être une seconde moins vite que les autres en performance, on commence un petit peu à s'interroger, mais on a vraiment voulu nous se concentrer sur notre travail, et ce qui fait qu'en fait, quand on part en course, bah, très rapidement, on se rend compte qu'on est quand même très performant. Surtout que toi, tu as un aspect aussi, c'est-à-dire que tu es pilote leader à ce moment-là. Voilà, en fait, on est 4 pilotes. Il y a 2, entre guillemets, amateurs. Et on est 2 professionnels dans la voiture. Mais on a un professionnel qui a une super carrière, mais qui commence à être un petit peu sur la pente descendante, donc qui amène en fait toute son expérience. Il a déjà gagné au Général Daytona. Ryan Neisel, qui est un super pilote, et qui a ce rôle de leader, lui, d'expérience. Ok. Le mentor, un peu. Voilà, le mentor, la personne qui a déjà fait 10 fois Daytona, qui connaît par cœur Daytona, qui l'a déjà gagné au Général. Et moi, j'ai ce rôle de leader performance. Ramener de la vitesse, encore une fois. Exactement. C'est si on m'a demandé de venir, c'était pour extraire le plus gros potentiel en termes de performance de la voiture, et puis de les aider encore pour la rendre plus performante, mais aussi agréable pour nos gentlemen, parce qu'il faut qu'elle soit aussi agréable à piloter. Surtout quand tu parlais de l'aspect physique de cette course, c'est aussi parce qu'elle est inclinée. En fait, on a donc Daytona, à la base c'est un circuit ovale, donc en effet avec du banking quasiment d'un bout à l'autre. Et la particularité, nous, des 24 heures de Daytona en endurance, c'est qu'on fait 95% du circuit ovale, mais à un moment, on rentre à l'intérieur du circuit ovale, on appelle ça la partie infield, où là, il y a 5 virages d'un circuit normal d'automobile. Et après, on reprend et on remonte sur le banking. T'as une certaine monotonie, et après, tu repars sur le... Ouais, en fait, la monotonie, malgré tout, elle est quand même cassée, parce que même quand on repart sur le banking, dans la partie ligne droite du banking, à ce moment-là, ils nous font 2 chicanes, deux chicanes rapides qui s'enchaînent, ça fait un peu un seul virage, mais ce qui fait qu'il y a peu de monotonie quand même. On est quand même toujours en action, et surtout, pour le coup, on n'a jamais de ligne droite, parce que la seule ligne droite où on pourrait se reposer, finalement, on a cette chicane, on l'appelle le bus stop. Ce qui fait que c'est quand même très, très dur physiquement, et surtout 95% des circuits européens tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et Daytona tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On s'en rend pas compte, mais obligatoirement, quand un circuit tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, obligatoirement, il y a toujours 1 ou 2 virages à droite en plus que les virages à gauche. Donc, on va développer un tout petit peu plus nos muscles pour des circuits qui tournent dans le sens horaire plutôt que anti-horaire. Et en plus, c'est la première course de la saison. Et on a c'est un vrai sport, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est énorme comme préparation physique pour arriver au point. Et malgré tout, vu qu'on s'entraîne très peu parce que ça a des coûts énormes, c'est très dur d'être prêt physiquement, parce que il y a rien mieux que l'entraînement pour être prêt physiquement. Et donc, on a beau faire énormément de salles de sport, de gainage, de cardio. Faire attention à ce que tu manges. Faire attention à ce qu'on mange. C'est toujours compliqué, malgré tout, d'être prêt physiquement à 100% pour la première course de l'année. Donc, il y a ce facteur-là qui fait que pour les gentlemen, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, comment se passe cette course ? On sait le résultat, parce qu'on l'a spoilé, mais je pense que tout le monde le sait. Donc, vous gagnez. Mais l'évolution de la course, parce que, comme tu l'as dit, vous étiez un peu les outsiders. L'évolution, elle est à la fois surprenante. On a eu des petits soucis en début de course. Et malgré tout, on voyait que la performance était vraiment là. Et une fois qu'on a réussi un petit peu à combler ces petits soucis, bah, très rapidement, on s'est retrouvé à la mi-course, en fait, on s'est retrouvé en tête. Et on a 2-3 adversaires qui étaient vraiment des adversaires importants, qui ont eu des difficultés, 2 sorties de piste, un autre qui a eu des ennuis mécaniques, ce qui fait que d'un coup, et clairement, hein, moi c'est vraiment à la mi-course où là je me suis dit, en fait, il y a vraiment un truc à faire, et d'un coup, l'objectif, c'était plus de faire podium, mais c'était vraiment de la gagner. Et à ce moment-là, tout le monde en a pris conscience aussi dans l'équipe. Et puis, vu que la performance était là, on était quand même beaucoup aux avant-postes, on jonglait entre la première place, la deuxième place.
Et après, il y a beaucoup de stratégies aux États-Unis. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a beaucoup de stratégies. Il faut s'arrêter au bon moment dans les stands. Et on a eu la chance d'avoir notre équipe qui a fait les bons choix en termes de stratégie. Et ça nous a permis de rester premier ou deuxième toute la fin de course. C'était un coup une autre voiture, un coup nous qui était en tête. Et à la fin, c'est nous qui avons passé la ligne d'arrivée en première position. Donc c'était assez exceptionnel et vraiment c'est ça, le fait de savoir qu'on a fait notre préparation à nous sans regarder les autres, d'avoir la belle surprise dès le début de course en voyant qu'on était vraiment dans le coup en termes de performance. On a eu des petits soucis qui nous ont permis de rester seulement en 4e position un peu en début de course. On était top 5, mais on n'était pas on a pris la tête au bout de 2 heures de course. À un moment, j'étais dans la voiture, on était en tête, mais après, on est repassé 4e, 5e. Et vraiment, à partir de la 12e heure de course, là, on s'est retrouvé en tête. Et puis, si on n'était pas en tête, on était 2e. Et ça s'est vraiment joué après avec une autre voiture où jusqu'à la fin de course, c'était très serré. On finit avec 19 secondes d'écart, donc sur une course de 24 heures. Ouais, c'est pas grand-chose. Donc, c'est pas grand-chose. Mais ouais, c'était un sentiment assez exceptionnel parce qu'on venait en espérant pouvoir gagner. Mais en sachant que notre position, elle était sans doute plus sur le podium plutôt que sur la plus haute marche du podium. Et encore une fois, sans avoir cette position de leader seul, parce qu'on était 2 à avoir cette position de leader, malgré tout, j'avais cette position d'amener la performance. Et c'est une chose qu'on a réussi à faire parce que les ingénieurs ont super bien bossé, les mécaniciens également. Ils nous ont permis tout simplement de nous donner la voiture la mieux réglée possible pour avoir ce résultat. Et en plus, c'est donc la victoire la plus significative de ta carrière, ouais. qui sûrement t'a donné beaucoup de messages privés sur Instagram et d'appels de journalistes, j'imagine. Ouais, beaucoup. Tant mieux. Ouais. C'est toujours bon signe. Mais c'est vrai que Daytona, c'est un nom qui parle à beaucoup. Au-delà d'être une montre. Au-delà d'être une montre, bien évidemment, mais c'est un nom qui parle à beaucoup. Et bizarrement, je pense que tout professionnel du sport automobile va positionner les 24 heures du Mans juste devant les 24 heures de Daytona, c'est assez évident. Mais j'ai presque envie de dire qu'au niveau des Français, du public lambda en France, peut-être que certains mettent Daytona devant les 24 heures du Mans, parce qu'en fait, les 24 heures du Mans, on en a toujours entendu parler. On banalise un peu. C'est chez nous, c'est en France. Souvent, j'ai une question, ça se passe où, ça dure combien de temps? Je réponds, la réponse est dans le titre, dans le nom de la course. Que Daytona, c'est aux États-Unis, quoi. C'est en Amérique. Et ce qui fait que le public lambda français, une personne qui s'intéresse pas énormément au sport automobile est beaucoup plus impressionné presque par une victoire à Daytona que par les 24 heures du Mans. Donc oui, j'ai eu énormément de retours. J'ai essayé de répondre à tout le monde, c'est compliqué, mais j'en fais partie et non, voilà. je peux te dire que t'as performé quand même. C'est gentil. T'as performé sur les retours aussi. Pour la suite de ta carrière, moi j'imagine que c'est pas encore très écrit, mais qu'est-ce qui va être la suite en fait après une telle victoire? La suite, pour l'instant, elle est simple, entre guillemets, elle se poursuit avec Idel Sport. J'ai la chance d'être avec eux maintenant, ça va être ma 4e année. C'est rare d'avoir quand même des partenariats aussi longs avec une équipe, et donc j'ai remercié énormément pour ça, parce que ils ont confiance en moi. J'essaye de tout faire au quotidien pour leur rendre. Mais tous les ans, ils me renouvellent leur confiance. Et donc, on repart en championnat d'Europe, on repart aux 24 heures du Mans. L'objectif cette année, ça va être de se battre pour la victoire aux 24 heures du Mans. Mais avant ça va être de retrouver notre niveau de performance qu'on avait eu en 2018 et en 2019 et qu'on a perdu en 2020. L'objectif, c'est de montrer à tout le monde que on a appris de nos erreurs de l'année dernière. Ça a été une année sans, mais on a travaillé énormément tout cet hiver pour revenir aux avant-postes. Et donc, si ça veut bien se goupiller, bien évidemment, on va essayer de se battre pour regagner le championnat, ou en tout cas pour faire un podium au championnat, et puis se battre bien évidemment pour la victoire aux 24 heures du Mans. Mais avant toute chose, on veut montrer à tout le monde que on est de nouveau là, on est de nouveau les équipes à surveiller, au moins en performance. Et puis si la réussite le veut, on se battra au championnat. On a la chance
J'ai la chance d'être toujours à côté de Paul Lafargue dans la voiture, donc on s'entend super bien et on se comprend énormément sans avoir besoin d'échanger beaucoup parce que je connais parfaitement son style de pilotage, il connaît le mien, donc je sais quand la voiture va lui convenir ou non. Je pense qu'il sera content d'entendre ça s'il écoute ce podcast. Ouais, mais il mérite parce qu'il fait du super travail depuis les 4 années qu'on passe ensemble. Et on a la chance d'avoir Patrick Pilet à notre côté qui nous rejoint, qui est un pilote français. Qui lui est un pilote Porsche officiel, mais qui vient avec nous sur le programme ELMS et les 24 heures du Mans. Donc c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui a l'expérience d'une équipe d'usine comme Porsche. Donc il était pilote Porsche en GT, donc là on est en prototype. Donc bon, il y a des adaptations de pilotage, mais il y a aucun problème pour Patrick. Il va tout de suite être très performant et en plus de ça, voilà, il va nous amener cette connaissance et cette expérience supplémentaire que lui a pu acquérir ces dernières années chez Porsche. Et je pense qu'on a la chance aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé, d'avoir Nicolas Minassian en team manager. Nicolas Minassian qui a été un pilote avant toute chose exceptionnel. Il était 3e pilote Formule 1. Il était pilote officiel Peugeot aux 24 heures du Mans pendant 2, 3 ou 4 ans, je sais plus trop. Qui est un super team manager qui nous amène toute son expérience. Mais là, on va avoir Patrick plus Nicolas, où je pense que les deux vont ensemble aussi faire progresser les choses. Et puis j'espère continuer à être le plus performant possible aussi en piste pour amener ce côté-là également. C'est tout ce que je te souhaite. Juste pour finir sur une note un peu plus, on va dire, douce. Je sais que t'es ambassadeur Cupra, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sans parler, on peut parler de Cupra si tu veux, mais quelles sont un peu les voitures qui te font rêver, toi, à titre perso, au-delà même des voitures de course? Bonne question. On me la pose tous les jours et je sais jamais y répondre. Pour moi, il y a plusieurs critères. Alors, je vais dire 2 mots sur Cupra, obligatoirement. J'ai la chance d'être ambassadeur avec eux depuis bientôt un peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans. Ils vont fêter leur 3e anniversaire de la création de cette marque, qui est en fait un dérivé. Avant, c'était les Seat Cup Racing, donc c'était la gamme sport de Seat. Et maintenant, depuis presque 3 ans, ils ont créé la marque Cupra à part entière. Et je trouve que pour une personne comme moi, de mon âge, donc je me rapproche bientôt de la trentaine, on va dire, pour moi, la Cupra, c'est la voiture pour le jeune père de famille, très dynamique, qui aime la voiture de sport, avec un certain raffinement. Donc si demain, sans être ambassadeur Cupra, je devais m'acheter une voiture, je regarderais du côté de Cupra parce qu'il y a un rapport qualité-prix, performance, passion qui est hyper intéressant. Donc voilà, si on n'a pas les moyens de s'acheter les plus belles supercars ou les plus grandes marques de luxe, en fait, je vois pas trop vers quelle autre marque on pourrait se diriger à part Cupra qui apporte pour moi ce rapport qualité-prix hyper intéressant. Donc c'est bon, bien évidemment, j'en parle parce que je suis ambassadeur, mais aussi parce que si je suis ambassadeur pour eux, c'est que je m'y retrouve honnêtement dans les produits qu'ils proposent et donc ça. Voilà, il y a mieux en termes de performance. Justement, si tu étais sur le côté no limit, le côté vraiment supercar, c'est-à-dire on enlève le côté argent, qu'est-ce qui te ferait rêver? Et d'ailleurs, toute époque, c'est pas forcément une voiture récente, ça peut être une voiture un peu plus ancienne. Au niveau supercar, alors, ce qui me ferait rêver, alors j'ai pas le nom exact, mais c'est la Mercedes qui a été le projet, je sais pas si c'est pas un Mercedes Project One. Ok. Je sais pas si c'est ce modèle. Si, c'est tout à fait ça. Qui est une base de la Formule 1 de Mercedes, mais qui est un prototype qui devrait être, je crois qu'il est vendu à très peu d'exemplaires et ils vont être livrés prochainement. Ouais, je crois, ça, ils n'ont pas encore été livrés, c'est bien ce que je pense. C'est exactement ça. Donc il y a ça, il y a la F40. Est-ce que c'est pas finalement la voiture qui j'ai l'impression ressort tout le temps, la F40? J'en ai jamais roulé une. Moi non plus. Mais c'est la voiture qui fascine tout le monde, toute génération confondue. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des critères esthétiques, sonores liés à cette voiture qui font que beaucoup de personnes en rêvent un petit peu et elle est aussi intouchable. Donc ça, elle est intouchable financièrement maintenant. Elle est intouchable financièrement, voilà. Ce qui fait que ça ajoute peut-être quelque chose, mais voilà. Après, toutes les voitures me font rêver. J'ai du mal à en citer une parce qu'il y a trop de critères pour moi qui rentrent en compte. Si demain on doit me dire t'es no limit et tu veux avoir une voiture de sport,
Bizarrement, mais je vais pas aller chercher plus loin qu'une Porsche turbo parce que il y a la fiabilité au quotidien, il y a l'aspect sportif et puis on reste entre guillemets sur une Porsche où c'est m'as-tu vu mais sans être m'as-tu vu. C'est pas ostentatoire, ouais. Voilà, c'est pas ostentatoire. Donc voilà, ça j'adore. Après, je vais rester peut-être s'il me faut une voiture un peu plus utile. Moi personnellement, j'adore le Macan. Je trouve que esthétiquement, il est très beau. Et puis il est utile parce que quand on se déplace et qu'on a besoin de se déplacer avec des affaires, on peut en mettre. Et c'est pour ça que j'en reviens, mais j'adore le Cupra ATK. Parce que finalement il est un peu dans le même segment mais pour des gens peut-être un peu plus jeunes ou avec un peu moins de moyens financiers. Après si je veux je vais prendre la DB5 voilà parce que c'est James Bond, c'est Aston Martin, c'est la classe à l'état pur, on peut pas faire plus joli esthétiquement, donc voilà, il y en a, je pourrais en citer des tonnes, mais je pense qu'à chaque contexte une voiture différente pourrait sortir. Donc, est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour la suite de continuer à remporter plein de courses pour pouvoir justement te payer tous ces rêves-là? Oui, peut-être. Après le bonheur, il passe pas que par là, mais bien évidemment, ça peut aider au bonheur, ou en tout cas, quand on est passionné de sport automobile, pouvoir s'acheter la voiture de ses rêves, c'est toujours plaisant. Surtout quand on a du mal à en déterminer celle qui est de ses rêves et qu'il faut en acheter plusieurs du coup. C'est encore plus compliqué alors. En tout cas, Paul Lou, c'était un plaisir de tourner cet épisode avec toi. On le disait un peu en préambule, mais on a tourné cet épisode très tard. Là, je sais pas quelle heure il est, mais je me dis qu'il doit être proche de minuit. Ouais, je pense. On doit pas en être loin. Parce que ton emploi du temps ne permettait pas de faire avant. Et voilà, donc juste merci. C'était super cool. Et puis, on se reverra sûrement bientôt, j'espère. En tout cas, j'essaierai de venir à une de tes courses quand le Covid le permettra. Avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie. Et en effet, la porte sera grande ouverte si tu souhaites venir un petit peu voir ce qui se passe de plus près lors d'un week-end de sport automobile. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, je décide de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Emilio Cracotte qui écrit « Merci Yann pour le travail que tu effectues sur tes podcasts, il est super. Je ne me lasse pas d'écouter chaque nouvel épisode qui, comme chaque épisode précédent, m'apprend de nouvelles choses et me fait découvrir des invités que je ne connaissais pas forcément, malgré ma passion pour l'automobile. La diversité des invités et leurs anecdotes sont vraiment intéressantes et c'est un réel enrichissement de voir comment chacun vit sa passion automobile. Tes podcasts m'accompagnent maintenant sur la route et ont remplacé en partie mes playlists musicales pour mon plus grand plaisir. Continue ainsi et à bientôt. Emilio, merci beaucoup. J'espère quand même que tu vas continuer à écouter de la musique, puisque le but n'est pas de remplacer totalement la musique, et j'en écoute beaucoup aussi à titre perso, donc ne remplace pas tes playlists, surtout pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça me touche énormément, et si effectivement tu peux apprendre quelques petites choses au fil du parcours de mes différents invités, c'est juste génial. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'avoir fait cette remarque que ce podcast était devenu entre guillemets un petit peu addictif. Ça me touche énormément, je suis toujours un peu étonné que ça soit à ce point-là. Mais juste merci beaucoup pour tous vos témoignages et j'espère que la suite va continuer ainsi. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger et je réponds à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.